Bon, ça fait un petit moment que je me penchais sur Shibuya sur cette chaîne. Au départ, je souhaitais seulement vous parler de Nanami, mais avec la qualité de la saison qu'on a eue, je me suis dit qu'il fallait parler d'elle dans sa globalité. Depuis ma lecture de Jujutsu Kaisen, ça faisait maintenant des années que j'attendais de voir cette adaptation, et je suis heureux de vous dire qu'elle est à la hauteur des attentes et des hypes qu'elle a provoquées. Je vous propose donc de revenir ensemble sur le basculement de Jujutsu Kaisen. Plus précisément, sur un arc qui m'a marqué. Je sais pas si vous connaissez ces sensations de découvrir une dinguerie avant tout votre groupe de potes. Mais surtout dans un domaine auquel vous venez de vous intéresser. En 2020, je suis un novice en animé. J'en ai vu quelques-uns quand j'étais plus jeune, mais c'est Berserk qui me motive réellement à m'y intéresser. J'enchaîne énormément de classiques, de Hunter x Hunter à SNK, en passant par Bleach, tout ça en un semestre. Je rattrape donc considérablement mon retard. Mais j'avais pas encore pu vivre ce truc de regarder semaine par semaine un épisode, de lire des scans, et d'attendre le chapitre. Cette sensation qui semble assez normale pour moi maintenant, m'était encore inconnue jusqu'à Jujutsu Kaisen. Je me rappelle très bien de comment j'ai découvert l'anime. C'était par le second compte de Dylan Kujo, un tweetos qui n'avait pas encore l'attrait qu'il a aujourd'hui, et qui, après avoir vu le premier épisode, avait fait une petite review complémentée d'une vidéo. Dès cet opening, j'ai su qu'il fallait que je regarde ça. J'enchaînais les 3 premiers épisodes qui étaient disponibles, et après quelques semaines à découvrir cette sensation de hype montante, j'ai décidé de me mettre à jour sur les scans. C'était la première fois qu'un anime me poussait à lire. Lorsque j'ai commencé ma lecture à l'époque, j'avais enchaîné tout le flashback de Gojo jusqu'à la fin en une nuit. C'était impossible pour moi de m'arrêter avec l'enchaînement de dingueries à laquelle j'assistais. Le storytelling il était parfaitement maîtrisé, et cette tragédie elle te poussait à continuer pour savoir à quel point les choses elles allaient empirer. Et c'était à la fois horrible et passionnant. Je me rappelle qu'à l'époque, le chapitre 137, il était sorti le lendemain après mon rattrapage du manga, et c'était vraiment la folie. Depuis cette époque, je lis hebdomadairement les scans, mais j'attendais comme toute la communauté d'assister à l'adaptation de cet arc. Depuis lors, j'ai pas relu le manga, par volonté de redécouvrir une nouvelle fois le plaisir que j'avais ressenti. Bien sûr, ça n'a pas du tout été la même chose, mais plein d'éléments que j'avais oubliés ou mal compris, ils ont été éclaircis. Des moments qui m'avaient marqué, ils ont été sublimés, et des ajouts incroyables ont rendu cette seconde saison comme l'une des meilleures de l'année. Bref, vu l'attachement que je porte à ce manga, j'en ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne, et depuis 2020, j'en ai fait la propagande à mes potes. Je me devais donc de parler de cet arc sur cette chaîne. On va donc essayer d'analyser entièrement tout l'arc Shibuya, de son début à sa fin aujourd'hui. Partons ensemble à la recherche du secret de Shibuya. Avant ça, il va falloir que je vous parle de comment je l'avais abordé la première fois. Lors de ma lecture, lorsque je suis arrivé à Shibuya et que les dingueries elles ont commencé à s'enchaîner, ça m'avait fait un drôle d'effet. C'était comme si je m'attendais à avoir autant de folie à la seconde, mais aussi j'avais l'effet d'une surprise constante, qui venait presque m'étouffer et qui attendait de me relâcher à la fin de l'arc. Et ça c'est dû par la manière dont Akutami il a construit son récit. Pour mieux comprendre pourquoi Shibuya semble à la fois chaotique mais parfaitement millimétré, il va falloir qu'on revienne à la base même de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire le premier volume, le tome 0. Pour compléter ce que je vais vous dire, je vous invite à regarder plus en détail les vidéos disponibles sur la chaîne, qui abordent le premier arc et la façon de faire d'Akutami, ainsi que celle sur le film 0. Bref, pour vous remettre dans le contexte, au départ, Gege il avait fait un one-shot, qui sera au final l'épisode 0 de Jujutsu Kaisen, servant de socle à l'histoire qu'il mettra en place plus tard. Le prologue il possédait à la fois un début et une fin, mais laissait en suspens plein de questions. Donc lorsqu'il commence à mettre en place son manga, Akutami il a déjà les bases de son univers, et surtout il a déjà écrit une histoire qui pouvait se clore. Il a alors plusieurs choix pour commencer son manga. La solution facile, c'est de raconter la suite de l'histoire de Yuta, dans cet univers, ou même celle de son maître Gojo. Mais il a choisi une introduction complètement différente. Il a décidé de commencer l'histoire avec un tout nouveau protagoniste, et une nouvelle trame. Tout ce qui précède Shibuya a été construit de sorte à introduire des éléments et des thèmes qui seront abordés. Chaque arc et chaque scène ne sont donc là que pour petit à petit construire le récit qui va réellement commencer plus tard. En effet, tout ce qui se passe avant a peu de réel enjeu, car tout semble pouvoir être facilement contré par Gojo. Par conséquent, Akutami a installé plein d'éléments tout au long du début du manga, qui vont être mis en avant dans Shibuya, une sorte de gigantesque calme qui précède la tempête. Mais dans ce calme, il va petit à petit donner les clés de compréhension de ce qui se passera plus tard. Tout d'abord, dès le 10e chapitre, ou l'épisode 5 si vous avez vu l'anime, il va nous donner d'entrée l'objectif des antagonistes en nous les présentant. Puisqu'en effet, comme ça sera montré juste après, sans sceller Gojo avec l'affrontement face à lui et Jogo, il est impossible pour les antagonistes de renverser l'ordre établi. Le monde de Jujutsu Kaisen il repose en premier lieu sur un équilibre tacite, qui est lié à la présence de Satoru. Pour que le manga et que l'histoire puissent prendre une tournure imprévisible, Akutami, comme le ghetto avec des marques, comme on va l'appeler pour l'instant, se doivent de trouver une manière de l'évincer du tableau. C'est pour cela que l'auteur va tout au long de l'histoire lancer des pistes, pour montrer le problème de sa présence même, et surtout installer des thèmes importants pour son œuvre. Car Gojo, en étant le héros absolu de son univers, en est aussi l'un des plus gros problèmes, car tout se repose sur lui, mais on y revient juste après. Le récit, il est construit pour Shibuya, qui va être la réelle plaque tournante du manga.
et donc le point de départ de l'histoire. Le plan de Geto avec des marques, il va s'immiscer dans la narration dite classique Neketsu de cette première partie. Ça a été une grande convention pour les lecteurs ou spectateurs que le début de Jujutsu Kaisen, il semble assez classique. C'est bien sûr le cas, mais c'était la manière la plus simple et aussi la plus intelligente pour Akutami de mettre en place son univers, pour mieux le déconstruire dans Shibuya. En installant cette atmosphère qu'on connaît bien, mais en instillant de légers soubresauts, il va réellement pouvoir nous impacter en changeant l'ambiance d'un coup, et c'est ce qu'il va faire dans Shibuya. Donc derrière ces arcs plutôt classiques se cachent 3 grands aspects. Le premier et le plus évident, c'est d'introduire différents personnages et leurs thématiques, que ce soit Todo et Mekamaru dans le tournoi, ou Nanami et Maito dans l'arc sur Junpei. Le deuxième aspect, c'est bien entendu d'introduire l'univers, les pouvoirs et son fonctionnement. Enfin, le dernier est d'installer en arrière-plan le plan de Geto avec des marques dans la narration, qui conduira inéluctablement à Shibuya. Tout ça en distillant des petits éléments qui seront réutilisés plus tard et amplifiés, comme par exemple l'extension du territoire de Dagon, ou même les humains altérés de Maito. Son plan va être de le sceller le 31 octobre, pour Halloween, en plein milieu de Tokyo, à l'endroit où se trouve le plus de personnes, pour pouvoir l'éviter d'agir. Ainsi, on a déjà l'introduction d'une échéance, d'une limite temporelle, un genre de rendez-vous pour le 1er septembre à York City, d'Hunter x Hunter, en version sombre, tout en instillant l'idée d'une contrainte de temps, que tout va se passer ce soir-là, et tout se jouera à ce moment-là. On a donc, en tant que lecteur ou spectateur, cette idée dans le coin de la tête, mais comme on est dans une narration traditionnelle Neketsu, on ne se fait pas l'idée que le plan puisse réellement fonctionner, car comme les exorcistes, on croit à l'aura de Gojo, tout en ayant des informations qu'ils ignorent. Mais on va avoir ce sentiment de sécurité en premier lieu, quant à cet événement. Puis on va être surpris comme eux de la tournure de celui-ci. L'aura de Satoru joue un rôle majeur dans notre compréhension du manga jusqu'à présent, et sa puissance va être mise plusieurs fois en exergue par l'auteur, que ce soit dans l'art tournoi ou tout simplement face à Jogo. Justement, cet affrontement il va être en quelque sorte le début de son échec, car il permet au plan de Geto avec des marques de s'affiner. Ils vont mettre en place leur intervention dans l'école avec une diversion de Hanami qui avait pour seul but de subtiliser à la fois les fœtus et les doigts de Sukuna, qui auront un rôle très important dans Shibuya. Gojo, en combattant Jogo, et en étant trop laxiste, après l'avoir vaincu, a laissé la possibilité à celui-ci d'être sauvé par Hanami, montrant pour la première fois que les fléaux peuvent être d'une certaine façon humains, et qui sera pleinement matérialisé par Jogo et d'autres plus tard. Mais aussi que Gojo peut parfois être trop confiant. C'est ce sentiment qu'on va ressentir en tant que spectateur et lecteur qui nous conforte. Tout le manga jusqu'à présent a des codes classiques, facilement identifiables, pour encore mieux les déconstruire. Alors l'idée de Shibuya va être de nous faire effacer ce sentiment de confiance, par la disparition du plus fort. Mais alors pourquoi avoir placé l'arc du passé de Satoru juste avant? Avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous commencez à entrevoir l'une des 2 raisons de ce choix. La plus évidente, c'est bien sûr pour encore plus renforcer l'idée que Satoru Gojo est le plus fort, et donc notre confiance en lui, tout en expliquant comment il s'est hissé si haut. Mais il existe une autre raison que j'ai abordée dans cette vidéo, dont on va reparler. Bref, on va faire une longue aparté sur l'arc de son passé, pour pouvoir mieux comprendre Gojo, Geto, et un 3e personnage que vous aimez sûrement tout autant que moi, et qui aura un lourd impact dans la suite du manga. Et sans oublier de comprendre la fonction de cet arc, et surtout la logique derrière son placement. Pour que vous puissiez mieux visualiser à quoi ressemble l'enchaînement des arcs de Jutsu, voici une frise des arcs placés dans l'ordre du manga, et en dessous une frise des arcs placés dans l'ordre chronologique. L'arc du passé de Satoru est ainsi à la fois le plus éloigné par rapport à Shibuya dans le sens purement chronologique, mais aussi presque le plus proche dans la narration. Sauf qu'il ne se doutait pas que Toji était si préparé. S'en suivra par conséquent la scène où il tue Riko. Elle m'avait marqué dans le manga par la violence, mais je trouve que l'intensité a été renforcée par l'anime. Akutami réitère ce qu'il venait de faire avec Gojo, c'est-à-dire de surprendre par l'arrivée soudaine de Toji. Puisqu'en tant que lecteur ou spectateur, il y a une espèce de contrat tacite avec des éléments purement inhérents à la structure d'un animé. En gros, l'effet de surprise, il n'est pas du tout installé dans les normes des animés. Au contraire du cinéma par exemple. On a majoritairement plus droit à des montées de la tension, c'est-à-dire avec une attente de l'arrivée d'un personnage, ou même droit à une planche qui montre directement l'entrée en scène de ce dit personnage. Et encore plus dans un manga shonen neketsu, qui jusqu'alors respectait les conventions. Cette mort se révèle être au final plus horrible et impactante pour Geto que pour Riko, parce qu'elle a fini son arc narratif. Riko meurt en quelque sorte heureuse, puisque venant d'être libérée de son fardeau symboliquement par Geto, mais aussi littéralement par son meurtrier. Elle a pu faire son choix, mais cette mort n'en reste pas moins choquante et va ajouter à l'aura que possédait jusqu'à présent Toji. C'est un peu dans le même style qu'un Rock Lee dans Naruto face à Gaara, sans compter sur la voix qui lui a été donnée dans cette adaptation, qui est celle de Takehito Koyasu. Le fameux seiyuu derrière Dio, Sig ou encore Aokiji, pour ne citer que, va vraiment lui donner du crédit. Quand ça avait été annoncé, j'étais vraiment dubitatif. Je pensais à une voix un peu moins marquée pour ce personnage, car j'avais peur que ça le rende plus unidimensionnel, et que ça collerait moins. Déjà pour ce que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire son combat face à la prédisposition, son charisme, etc. Mais aussi parce qu'Akutami utilise ce que j'appelle personnellement Gap Rule. C'est un terme utilisé dans Gintama que j'aime bien utiliser. Le Gap Rule, qu'est-ce que c'est?
c'est quand un personnage fait de bonnes actions tout le temps, et une seule mauvaise petite chose va le transformer en méchant. Alors que pour un gars qui fait des mauvais actes, une seule bonne action donnera directement une bonne impression de lui. Et c'est ce qui se passe avec Toji. Quand il est mort, j'avais la volonté d'en voir plus, mais aussi qu'il était temps pour lui de mourir, car il n'avait fait que s'éloigner de son véritable objectif. Il est retourné dans le destin des Zenin, auquel il était dicté. Le fait qu'il pense à son fils permet de comprendre qu'il a un dernier sursaut d'espoir, car Megumi signifie littéralement bénédiction. Ça symbolise que malgré que sa vie ait été majoritairement un échec, il a gagné face au destin par la présence de son fils, et ça va être crucial pour ce qui se passera plus tard dans Shibuya. Il est donc logique qu'il meure debout, en tant que personnage rompant constamment les conventions établies, et bien sûr c'est aussi pour rajouter de l'aura à ce personnage. Et ce genre de moment flottesque, ça marche sur moi à 100%. Il va donc avoir un impact sur Gojo et Geto, tout ça en très peu de temps, et être le premier symbole de chaos qu'on aperçoit dans l'œuvre. Comme une prémisse à l'intensité que va atteindre le manga, et surtout présenter la capacité d'Akutami à être imprévisible. Il faut qu'on revienne maintenant en détail sur le changement que va subir notre duo. À la manière de Riko et Toji, ils subissent des trajectoires opposées, mais à une échelle bien plus importante par le rôle au sein même de Jujutsu Kaisen. D'abord, comme on l'a vu, Gojo, c'est au départ quelqu'un qui cherche toujours à remettre en cause l'ordre établi, alors que Geto, il est plus discipliné, et il a une vision idéaliste du rôle d'exorciste dans la société. Toutefois, les rôles s'inversent suite à la rencontre de Riko, puis sa mort. Gojo va devenir un exorciste qui, à lui tout seul, va maintenir l'équilibre, au contraire de son ami, qui va chercher à remodeler le système. Mais ce changement, il n'est pas aussi binaire que ça, et c'est sur quoi on va revenir tout de suite. Ou plutôt son empathie pour les non-exorcistes. Quand Gojo il arrive, il souhaite tuer tous les membres de la secte, car s'il veut, il peut le faire. Geto refuse, et ce moment-là il est charnière dans leur devenir, car pour la première fois, il va se mentir à lui-même. Pour lui, ça n'avait aucun sens par rapport à tout ce à quoi il croyait jusqu'à présent. Et c'est cette question de sens de leurs actions et de la place qu'occupe maintenant Satoru qui va le changer. Car maintenant, le duo et l'équilibre est rompu. Car Gojo a les capacités à lui seul de tout changer, il va devenir le plus fort, ce qui va petit à petit briser leur relation. Satoru va délaisser son ami et s'isoler, ce qui va signifier le début d'une sombre descente pour Geto, qui est pour moi l'une des meilleures origin story d'antagonistes. Presque un an suivant cette nuit, Geto il va développer une idéologie extrémiste, qui prend sens suite aux événements qu'il a vécus. Cette quasi-corruption va prendre son temps, mais va à la fois découler de l'éloignement de Satoru, notamment le fait qu'il fasse des missions seul, mais pas seulement. Car alors que Gojo s'éloigne du côté terre-à-terre de leur mission, Suguru y rentre dans une routine atroce, viscérale du travail d'exorciste, car il doit les avaler pour les dompter. Cette façon de les apprivoiser, ça illustre bien sûr que quand l'un s'élève au-dessus des cieux, l'autre reste en bas, à s'occuper de la saleté. Cependant, ce sont ces discussions avec Aibara et Yuki qui vont matérialiser son basculement. Aibara, c'est un exorciste honnête, ayant une vision enthousiaste et positive de leur rôle. Et il représente en quelque sorte l'idéalisme pur des exorcistes. Pour lui, le bonheur c'est la conviction dans ses idées, et c'est ce qu'il représente à travers les valeurs de l'école. Geto, il est en pleine réflexion sur ses actions depuis l'incident avec Riko. Il commence à questionner le sens des exorcistes, et donc s'il est heureux dans ce qu'il fait. Lorsqu'il discute avec Yuki, qui est beaucoup plus pragmatique que Aibara, il a déjà commencé à dessiner une vision négative envers les non-exorcistes qu'il considère inférieurs, jusqu'à les nommer singes. Et ce moment ouvre encore plus son esprit, car Yuki va l'encourager à entreprendre ses propres décisions, malgré son profond désaccord avec lui. Elle souhaite trouver une manière de donner à tous de l'énergie occulte, alors que Suguru, il cherche à les éradiquer. C'est là qu'on ressent le changement de ce perso. En découvrant les erreurs de l'être humain, il passe de celui pour lequel c'était son devoir de sauver les plus faibles, à celui souhaitant leur extermination. Et ces deux discussions, elles symbolisent sa lutte entre sa pensée et ses sentiments. Et c'est en ça que Suguru est la matérialisation du libre arbitre dans le monde de Jujutsu Kaisen. En formant ce duo avec Gojo, car il n'a pas les réelles épaules pour endosser aussi longtemps son rôle du plus fort. Son rôle de mentor qui n'arrive pas à se faire entièrement comprendre est assez déroutant, mais aussi touchant. Dans Jujutsu Kaisen 0, sa discussion avec Geto est donc ce qu'il n'avait pas pu faire, dire ce qu'il pensait à son ami qu'il avait délaissé, celui qu'il avait refusé d'affronter. Dans ce prologue, il va évoluer et choisir de faire confiance à la nouvelle génération, en acceptant et comprenant son erreur avec ce qu'il citera lui-même comme à la fois son ami et le meilleur qu'il n'ait jamais eu. Même si le temps fera son effet, il n'est pas entièrement remis de cette histoire, et c'est ce qu'on verra dans Shibuya. Il va prendre en charge le fils de celui qui a fait basculer sa vie, Megumi Fujiguro, dans une scène que j'ai trouvée super bien retranscrite, et qui montre l'état d'esprit sérieux qu'il va garder en grandissant. Cette phrase qu'il va lui lâcher avant de partir renvoie bien à tous les événements liés à Geto, qui ont marqué Satoru. Tu vas devoir devenir assez fort pour ne pas rester à la traîne. Cette phrase, elle a été mal traduite dans l'anime, ainsi que dans certains scans, car elle enlève tout le sens caché et important par rapport à la trajectoire de notre duo. Dans la version originale du manga papier, et en anglais, on a vraiment cette signification, et c'est bien logique de finir le flashback sur ces paroles. Cette scène, elle va permettre la transition entre le passé et le présent, avec le réveil de Gojo face à notre trio. Pour marquer le changement et surtout commencer à anticiper ce qui va arriver, on a cette mesure temporelle du 19 octobre, qui commence à nous rappeler que dans 12 jours c'est la merde,
sans réellement nous le dire. Juste un rapide sous-entendu. Une petite aparté sur le personnage de Shoko, qui représente malheureusement un défaut de l'arc et qui aurait pu mieux être mis en avant. Elle est introduite comme étant la membre d'un trio avec nos héros, mais en réalité elle ne sera présente qu'artificiellement, et c'est dommage. Elle n'est pas développée, n'a pas d'intérêt, et Akutami rend ce personnage seulement mignon, voire sympathique, et encore je suis très gentil. Il aurait pu faire plus d'efforts, ou simplement ne pas l'installer en tant que membre important dans la vie de ce duo, car ça enlève au fait de la solitude prétendue de Gojo. Vu qu'elle est là, il n'est pas censé être seul. Et donc ça contribue à donner une atmosphère très spéciale, un doux repos mais teinté de tristes souvenirs. Je sais pas trop comment l'expliquer mieux que ça. Je pourrais aussi parler de la symbolique des poissons qui représentent chacun un membre du duo, mais en tout cas c'est une réussite pour moi. L'animé il fait un super travail sur la colo en général, car on part sur quelque chose de très bleu et flashy, et plus les épisodes du flashback passent, plus on change de patte graphique, ce qui nous met dans un mindset similaire à l'histoire qu'on nous raconte, et c'est génial. En tout cas c'était important de le placer ici, afin de continuer à introduire des éléments importants pour l'arc qui arrive à grands pas, et surtout amorcer la liaison entre l'ancienne structure qu'on pourrait classer de classique, comparée à ce qui va nous être proposé juste après. Ainsi que pour une raison bien précise, pour laquelle vous allez devoir encore attendre un petit peu, pour comprendre cette longue aparté. Car avant, faut qu'on parle du pré-arc de Shibuya, avec mon très cher Mekamaru. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de mentionner l'importance de cette introduction aux événements à venir. Elle va rester dans la même lignée que le passé de Satoru, en gardant ce concept central du destin, mais aussi développe la thématique de ce qu'est un humain dans Jujutsu Kaisen. Cette idée est super importante dans cet arc et dans Shibuya, mais est mise en exergue par Mekamaru. Au lieu de directement nous présenter son point de vue, il nous est dépeint plus comme un traître, celui qui a préféré révéler les secrets de nos héros aux antagonistes. Puis juste après, on a les explications. Ce choix-là, c'est une manière simple pour Akutami de créer un questionnement sur sa volonté morale. De ce qu'on sait, il est contraint de vivre isolé, utilisant un robot comme extension de lui-même pour interagir avec le monde, et serait prêt à coopérer avec n'importe qui pour récupérer un corps, même avec l'ennemi. Pour revenir sur qui est Mekamaru, de son vrai nom Kokichi Muta, c'est un gars qui, comme Toji, a subi le destin avec un serment inné, qui a pour le coup détruit sa vie. En échange d'une énorme quantité d'énergie occulte et d'un contrôle sur des marionnettes à longue distance, il a un corps complètement inutilisable. Un bras en moins, jambes coupées, une peau incapable de tenir face à la lumière de la nuit et encore moins celle du soleil. Bref, ça l'empêche de pouvoir sortir de sa baignoire remplie de sang de laquelle il perçoit tout à distance. En effet, comme vous le savez, il manipule des marionnettes occultes, qui lui permettent de combattre à travers le pays et de percevoir par leur caméra le monde extérieur. Outre l'aspect presque Iron Manesque de bois, il se trouve que l'idée du nom de cette marionnette, Mekamaru Ultimate, ferait référence à un robot dans un dessin animé que regardait Kokichi quand il était petit. C'est donc super pertinent que les noms de ses attaques soient exagérés, ce qui renvoie à l'idée d'éloignement de la réalité qu'il a. Il fait partie de l'école de Kyoto, et dans la première partie de l'animé, il va être chargé d'affronter notre très apprécié Panda. Et ce combat, il va être très important pour cerner la psychologie de Mekamaru, ainsi que les enjeux qui vont en découler dans ce pré-arc. Mekamaru, dans cet affrontement, est jaloux de Panda. Quand il peut vivre une vie normale, lui est relégué à regarder le reste du monde à travers une caméra. Et cette jalousie, elle provient du simple fait que Panda ne soit pour lui pas humain. Seulement un incarné qui a la possibilité de profiter de tout ce qu'il ne peut pas atteindre. Son combat va alors se solder par une défaite face à Panda. En effet, c'est son excès de confiance ainsi que sa haine qui vont motiver ses actions. Et toute la tragédie est basée sur le fait qu'il rejette tout de lui, que ce soit sa naissance ou sa vie. Mekamaru est tourmenté par sa condition, se sentant esclave de ses capacités et son existence. On a une nouvelle fois ce thème de prédestination qui est abordé avec ce personnage. Cette haine envers son corps et ses pouvoirs met en perspective un autre personnage condamné par les serments. Toji Fujiguro a eu le résultat opposé, en ayant un corps dépassant les limites humaines, mais sans énergie occulte. Mais chacun d'entre eux va essayer tant bien que mal de dépasser leur destin en quelque sorte. Malgré qu'ils soient éloignés dans leur situation, ils sont finalement rapprochés par leur haine de la prédestination. Tous deux isolés, soit par leur famille, soit par le simple fait de ne pas pouvoir interagir avec les autres. L'ironie est poussée vraiment horriblement loin, quand son nom, Kokichi Muta, signifie celui qui a littéralement beaucoup de chance. Quand on l'a vu la première fois, on s'est bien douté que ce n'était pas le plus chanceux. J'ai vraiment éprouvé à la fois un dégoût de sa situation, mais aussi de la compassion pour lui. En dépit de ça, l'aspect bandage qui ressemble au grand désarroi de l'auteur qui voulait éviter cette ressemblance, bien sûr à Shishio de Kenshin le Vagabond, ce qui renforce le côté écœurant quant à sa condition tout en lui donnant un petit peu de flow. Akutami avec ce personnage montre réellement la cruauté du monde de Jujutsu Kaisen, comme quoi la naissance peut imposer des restrictions terribles sur n'importe qui, car il aurait été prêt à ne pas avoir toute cette énergie occulte pour obtenir un corps et être aux côtés de ceux qu'il aime vraiment. Cette connexion avec les autres était comme une épée à double tranchant. Il les aimait malgré la distance qu'ils reconnaissent avoir eue avec lui, mais majoritairement Miwa, et c'est cette lumière qui va le pousser à trahir l'école. Donc ce choix est vraiment humain, car sa volonté d'être à leur côté va le rendre facilement manipulable. Mais comme on l'a vu, il est pas si bête. Il avait un plan pour protéger ceux qu'il mettait en danger, et les informer de ce qui se tramait. Il pensait pouvoir contacter Gojo et les informer.
Seulement, c'était sans compter la barrière de Kenjaku, qui va brouiller les communications. Avant le combat, il réussit grâce à Mahito à obtenir un corps fonctionnel. Il y a quelque chose qui a un peu éveillé ma curiosité, c'est le fait que, malgré qu'il ait obtenu le corps de ses rêves, il porte une cicatrice. J'ai vu cette idée comme quoi elle pourrait être à la fois le témoignage physique de son passé, et représenterait un souvenir impérissable de ce qu'il aurait vécu. Il y a une autre interprétation que je trouve super pertinente. C'est celle qu'il l'aurait choisie pour pouvoir s'accommoder à ses camarades. Paraître comme eux, plus humain, et je trouve ça encore plus en accord avec la mentalité du personnage. Il y a aussi un parallèle qui a été souligné quelques fois et que je trouve intéressant d'aborder ici, surtout avec la saison 2 actuellement en pause au moment où je tourne la vidéo. C'est celui entre Mekamaru et Robot dans Invincible. Bon, sans vraiment rentrer dans les détails, vous inquiétez pas, ça spoil quasi rien. Dans cette série que je vous conseille fortement, un humain naît complètement déformé et est obligé de rester dans un robot pour survivre. Très ingénieux, il va de la même manière que Mekamaru accepter de faire équipe avec les antagonistes en échange d'informations afin qu'ils puissent lui fabriquer un nouveau corps. Avant finalement de se retourner contre eux et de les combattre quasi exactement de la même manière que le combat de Kokichi face à Mahito. Bon, on a des ressemblances, déjà la volonté d'un corps normal, mais aussi celle d'expérimenter l'amour qu'il porte pour une fille qu'il ne peut pas atteindre. C'est très similaire, je sais pas si Akutami avait lu le comics, mais en tout cas c'est cool de voir la manière dont les deux auteurs vont montrer ce développement. Car on a littéralement deux façons de voir cette idée. De l'une, un personnage qui va vraiment pouvoir goûter à ce bonheur et dont la construction est basée sur cette découverte, et de l'autre justement sur l'échec tragique de sa volonté. Bon, tout ça c'est bien beau, mais cette inspiration n'est absolument pas confirmée. Tout ce qu'on sait c'est qu'Akutami voulait un mecha, et il a créé le perso pour ça, étant lui-même un grand fan d'Evangelion, et c'est ce qui va être montré surtout avec la forme finale de sa marionnette. L'apparence extérieure et intérieure ressemble vraiment à des Eva, mais le nom entier s'y rapporte aussi. Cette inspiration d'animé de mecha va être très bien comprise dans l'animé, et sublimé par le travail des animateurs avec des références à Gurren Lagann et donc Evangelion dans le combat contre Mahito. Une autre réussite de l'animé, c'est une nouvelle fois le choix du seiyuu pour Mekamaru, qui va réellement montrer son talent dans cette scène. Yoshitsugu Matsuoka, qui double un de mes persos préférés de Demon Slayer, va livrer une performance géniale. Le combat il est réussi, autant par l'animation que par le sens qu'il prend. Avec tout ce qu'on vient de voir de lui, il est alors encore plus logique que celui qui l'affronte soit Mahito, un fléau capable de changer de corps à sa guise. Son moment est une catharsis, c'est-à-dire qu'il va pouvoir libérer matériellement ses années de souffrance. Mekamaru, vu qu'il ne gaspillait que très peu d'énergie avec sa marionnette, a pu emmagasiner ses années d'énergie dans des batteries, qu'il utilisera dans son gigantesque mecha, purgeant littéralement sa frustration sur Mahito. Le combat ne témoigne pas que de la haine de Kokichi, mais aussi de l'affection pure et véritable qu'il porte pour ses compagnons. Il utilise la technique du simple domaine, de celle qui a une place spéciale dans son cœur. En restant à leur côté, il a pu étudier leur technique et préparer ces mini-capsules d'énergie occulte qui vont lui permettre de prendre l'ascendant. Je trouve aussi assez cocasse que pour matérialiser sa technique, au lieu d'avoir un signe stylé comme Aki dans Chainsaw Man, c'est un doigt d'honneur. Ça montre réellement son désaveu du monde, et même si ça peut sembler con, je trouve ça assez sympa comme idée. Mais bon, tout ça n'en reste pas moins une défaite. On est avec lui, on croit en sa réussite, mais c'est cet excès de confiance pour lui et pour nous qui va déjouer nos attentes, et dévoiler ses failles, ainsi qu'Akutami prépare quelque chose. En dépit des années d'énergie qu'il gaspille avec son mecha, il va mourir face à Mahito. Son rêve de marcher côte à côte avec ses amis est anéanti. Son rôle va être encore important dans la suite, car malgré tout, il avait placé des caméras robots dans Shibuya, qui vont être utiles. Mais ce qu'il reste de lui n'est que la représentation de ce qu'il cherchait à ne plus être. Il ne voulait pas vivre en Mekamaru, mais vivre en humain. Il n'aura pas la chance de vivre de cette façon, il aura celle de mourir en Kokichi. De la même manière que pour Gojo et Geto, Mekamaru va perdre à cause de sa trop grande confiance en lui. Ce sentiment ne s'installe pas seulement dans le passé, mais dans le présent. Cet effet que tout le monde peut perdre. Malgré l'aspect shonen neketsu apparent, un changement s'opère qui va se révéler encore plus dans Shibuya. On a les bribes à une petite échelle des grandes lignes de l'arc qui va suivre. Un retour à la réalité causé par une surconfiance des exorcistes en leurs capacités et en Satoru Gojo. Comme Mekamaru a basé son plan sur plus fort, il n'a pas considéré d'autres manières de réussir. Tout se base sur lui, et c'est son absence que Shibuya va amener et dépeindre. Avant de débuter les choses sérieuses, je vais revenir sur la petite intrigue amoureuse d'Itadori et sur l'opening et l'ending dont j'ai pas encore parlé. Je vais surtout revenir sur cette petite romance car elle est adaptée dans l'animé dans un ordre différent. En effet, cette petite partie, elle se situe normalement juste avant le flashback et conclut l'arc de la première saison. Je pense que l'animé a fait le choix de le placer ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour transitionner plus facilement entre le temps présent et l'histoire de Satoru, en nous réincorporant notre trio dans l'intrigue, justement avec le passage de Todo et Mei Mei, qui va permettre de teaser leur changement d'échelle, ce qui va permettre notamment à une scène très banale dans le manga, qui est la partie de ping-pong, d'être sublimée dans l'animé, et qui va témoigner de l'affection de Todo pour Itadori, qui, ayant plaidé sa cause, ne pourra pas le prendre sous son aile. Nos protagonistes, ils vont donc bénéficier d'une dernière petite bouffée d'air frais, avec cette mini-intrigue qui va permettre de revenir à quelque chose de terre-à-terre, développer les dynamiques et donner un côté slice of life bienvenu avant les singeries qui vont arriver. Ce passage, dans lequel une amie d'enfance de Yuji est tombée amoureuse de lui, va dévoiler encore plus la bonté de notre héros.
Yuko, c'était une adolescente en surpoids. Elle était isolée et rejetée par les autres, hormis par Itadori, qui voyait en elle sa force de caractère et non sa faiblesse. L'auteur il va pas du tout mettre en scène un côté comique sur Yuko, et donne un vrai message sur la différence qui est vraiment sympa. Car Yuko est jugée juste pour sa différence, et Itadori va lui montrer qu'il faut minimiser ses faiblesses et mettre en avant ses forces. Depuis ce temps, elle a changé. Elle a perdu du poids, et par sa taille, elle correspond au goût de Yuji. Megumi et Nobara, ils vont donc s'inquiéter qu'ils ne la reconnaissent pas. C'est tout le contraire de ce qui va se passer, et grâce à ça, on va avoir ce côté innocent et attachant encore plus envers lui. Tout ce passage, il détend l'atmosphère après le flashback de Gojo. Au premier abord, j'avais trouvé ça très bizarre. Et finalement, d'après moi, c'est pertinent d'avoir fait ce choix-là, afin de vivre une dernière petite péripétie avec notre groupe et nous recentrer sur l'histoire, tout en racontant un vrai petit sujet. Ce sont les éditeurs qui ont poussé Akutami à faire cette mini-intrigue, et je trouve que c'est une super idée de leur part, et aussi une super idée de l'anime de l'avoir placé ici. C'est le dernier moment d'espoir avant les dingueries et la pluie de Mekamaru dont on vient de parler. Pour marquer le changement entre le passé de Satoru et Shibuya, on a eu droit à un nouvel opening bien éloigné du premier, rien qu'au niveau des couleurs, et un ending dans cette ambiance timorée. Comme on va le voir tout au long de cette review, l'opening il est rempli de références et d'easter eggs, mais j'y reviendrai chaque fois en temps voulu. Pour l'ending, la vibe elle me rappelle un peu celle du second de la première saison. C'est dû notamment à l'utilisation de pellicules dans l'un, et ici d'un appareil photo jetable, qui donne ce côté réaliste voire tangible. Comme l'a fait remarquer Eagle97 JJK sur Twitter, il y a 27 photos dans cet ending, qui sont les clichés pris par un appareil photo Fujifilm Quick Snap Simple Ace, si je me trompe pas. Et celui-ci ne peut prendre que 27 photos, car après l'appareil photo ne fonctionne plus, ce qui explique les prises ratées, et accompagné par la musique, le ressenti avec cet ending est très touchant, comme une capsule de Shibuya avant les folies qui vont s'y dérouler. Bon, il est donc enfin l'heure de parler de l'arc qui a fait retourner des vestes, et quoi de mieux que de revenir sur la planche qui a symbolisé ce mème pendant si longtemps. Franchement, quoi qu'on en dise, elle a vraiment quelque chose de particulier. En commençant son arc par cette représentation, on a directement ce contraste entre le lieu représentant l'endroit le plus bondé de Tokyo, voire même du Japon dans la culture mondiale, complètement vide, et encore plus en sachant que c'est censé être la nuit la plus chargée de l'année. Ce carrefour emblématique, qui prend toute la page, mais qui montre que du vide, c'est déjà annonciateur du talent de mise en scène que va mettre en place Akutami. Sans compter sur l'amplification de la marque temporelle dont on avait parlé plus tôt, qui va vraiment segmenter toute notre progression dans l'arc. Nous y sommes le 31 octobre à Shibuya. Depuis le début de cette vidéo, je me suis évertué à vous montrer tous les éléments qui ont mené jusqu'ici. Il va être maintenant temps de vous révéler pourquoi le passé de Satoru Gojo est placé juste avant cet arc. On a bien sûr déjà vu des raisons, mais il est temps de passer enfin à la principale. Satoru Gojo entre dans Shibuya à 20h31. Juste avant ça, nous sont présentés les différents groupes de personnages qui vont intervenir et créer ce crossover. Mais bien sûr, celui qui est mis en avant en priorité, c'est celui qui est seul. Meimei va justement mettre en tension le fait que tous les groupes ne soient là qu'en support de sa présence. Satoru Gojo va devoir seul, comme toujours, mettre en péril les actions des antagonistes. Mais c'est sans compter leur plan. Au début de l'épisode, on a un ajout de l'animé qui provient d'un bonus. Les personnages répondent à une question. À vos yeux, que représente Satoru Gojo? La finalité de chacune de ces réponses est aussi terrible qu'elle ne représente parfaitement la complexité du personnage, étant, pour toutes les réponses, bien évidemment, le plus fort. Satoru, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, un Deus Ex Machina qui plane au-dessus du monde de l'exorcisme. Sa puissance, elle est à la fois salvatrice pour la majorité des humains, mais va laisser les exorcistes tout basé sur sa seule présence. Car Gojo n'a réellement aucune menace dans ce monde, comme on l'a vu dans son flashback. Justement, c'est sur ça comme on l'a vu que le plan de ghetto avec des marques est basé. Lorsqu'il parle à Joko dans le jardin pour enfants, il évoque que là où il est le plus fort, c'est quand il est seul, symbolisé littéralement par la bulle. La première partie du plan était bien entendu d'avoir le plus d'innocents possible autour de lui, au même endroit, afin d'éviter qu'il puisse utiliser l'entièreté de ses capacités. La deuxième, c'est la raison même des connaissances de ghetto avec des marques sur Satoru, mais on y revient dans quelques instants. Ce plan, c'est une manière pour Akutami de mettre en tension les valeurs de Satoru. Un dilemme moral sur la bonne chose à faire, entre utiliser ses pouvoirs pour les anéantir, mais sacrifier des vies, ou se dépasser pour essayer d'en sauver le plus possible. En découle une montée de la tension à la fois pour lui, mais aussi pour le lecteur ou spectateur, en créant de l'attente sur la finalité du plan. Anami, Shozo et Jogo, ils vont donc se liguer tous contre lui en même temps, le forçant à se battre à pleine capacité, tout en étant également entouré d'innocents. Il démontre sa force brute contre Anami, dans une scène purement jouissive. Il va ensuite enchaîner, en poursuivant l'ami de ce dernier, Jogo, dont la fuite semble impossible, avant l'arrivée inespérée des humains modifiés par Maito, qui va changer l'ampleur des événements. Car maintenant, il y a des centaines de fléaux qui s'en prennent à des innocents. On arrive à la limite de notre personnage. Il est le plus fort en puissance, mais psychologiquement, il arrive à sa limite. Gojo semble à ce moment obligé de rompre sa volonté de sauver tous les innocents,
et va être obligé d'en sacrifier certains. On est à un point de tension élevé, malgré l'omnipotence de notre personnage, mais une nouvelle fois, il va nous surprendre et respecter son rôle, en montrant qu'il est le plus fort. Il utilise son territoire pendant un infime moment pour sauver les plus faibles. Tout le monde reste bloqué suite à cet accomplissement miraculeux de sa part. La séquence entière, elle est sublimée par le narrateur. Ça m'avait rappelé les meilleurs moments d'Hunter x Hunter, et c'est vraiment un gros compliment. C'est le dernier triomphe sorti de l'impossible avant sa chute. Il va justement être surpris par la présence de son ami de toujours, qu'il pensait mort. Ces quelques secondes, elles vont marquer sa fin, car dans l'esprit de Satoru, le temps ne s'écoule pas de la même manière, et cela va suffire à enclencher son scellement. Akutami introduit son antagoniste d'une façon super maligne, en mettant face à Gojo celui qui l'a poussé à se dépasser jusqu'à présent, pour symboliser son échec. Alors le choix que toutes les personnes ne bougent plus fait sens, afin de montrer ce moment comme s'il était figé dans le temps. En réalité, comme on l'apprend à ce moment-là, le corps de Geto il est possédé par ce qui s'avérera être Kenjaku, ce qui explique le fait qu'il ne voulait pas se faire voir par les membres de l'école, comme il le disait quand Jogo était en prise avec Satoru. Il souhaitait seulement être vu à cet instant précis, pour susciter cette réaction sur laquelle est basé son plan. Ce temps si long dans l'esprit de Satoru cause sa perte. Akutami, en plaçant le passé de Satoru précisément avant Shibuya, permet de nous faire comprendre l'enjeu de la présence de Geto dans cette scène, et de créer une montée de la tension qui résulte ici, dévoilant l'ultime limite du plus fort. Face à ce qu'il croit être en premier lieu son ami, il est désemparé, avant de reprendre confiance et de confronter ses valeurs apprises dans JJK0, en parlant de Yuta, mais qui seront balayées très rapidement par Kenjaku. Il y a une phrase avant qu'il soit scellé qui est très importante et qui est selon moi l'une des meilleures de tout le manga. Elle témoigne du prisme de l'identité qui était dévoilé à travers les personnages de Geto et Gojo. Cette thématique prend une autre importance en sachant que celui qui se cache dans le corps de son ami n'est en réalité qu'un usurpateur. L'identité n'est pas basée sur le corps ou la puissance, mais plutôt sur l'âme, ce qui fait qui on est. On l'a entrevu avec d'autres personnages comme Mekamaru, qui pensait qu'il avait besoin de son corps pour être réellement lui. Mais on le verra plus tard, ce n'est pas ça qui fait de lui ce qu'il est. Geto va révéler un peu d'humanité, en prenant légèrement le contrôle de son hôte, comme si l'âme prenait possession du corps pendant un bref instant. Alors Gojo va être scellé par celui qui, comme lui, a perdu son identité. L'un après sa mort, et l'autre en devenant seulement le plus fort. Il était d'une certaine façon nécessaire de le sceller, car il était trop fort pour le bien des enjeux de son manga, et avec sa disparition, Shibuya représente réellement la plaque tournante de cette histoire. L'idée derrière ce scellement, c'est de développer l'absence d'une figure importante dans un monde régi par sa présence. Pour donner un exemple issu d'une super vidéo d'Henrik 21, c'est comme si Saitama disparaissait. Les échecs d'héros seraient retentissants. Akutami cherche à développer les réactions suite à ce manque, mais surtout suite à cette obsession de tout lui confier. Donc le scellement de Gojo fait que Shibuya est ce qu'il est, le point de rupture entre la stabilité et le chaos. La fin d'une ère pour le début d'une nouvelle. On commence à quitter complètement les codes du shonen neketsu traditionnel, et toute cette installation classique permet de rendre cette cassure plus puissante et pertinente. L'auteur détruit les codes qu'il a lui-même suivis et brise nos repères, petit à petit dans ce qui va suivre. Akutami va vraiment porter ses couilles en scellant son personnage le plus populaire. C'est la vraie démonstration qu'il a les capacités de nous enlever n'importe qui, et ça va nous être montré après, avec les nombreuses morts de l'arc. Pour pouvoir cerner entièrement Shibuya et trouver son secret, il va falloir qu'on parle rapidement des thématiques principales et de la construction narrative de l'arc. Comme je l'ai répété plusieurs fois, le socle de départ c'est la disparition ou absence de Satoru Gojo, la principale figure de l'exorcisme. Le concept de Jujutsu Kaisen réside dans l'autosuffisance excessive d'une caste élitiste sur la seule présence d'un élu pouvant gérer tout désordre. L'idée logique qui en découle est de montrer les failles de ce système, de montrer que cette dépendance a considérablement affecté le monde de l'exorcisme. Pour montrer ces failles, il choisit le chaos et la tragédie, un événement réunissant tous les héros présentés et les déboussolant, avec des affrontements dans lesquels personne n'est presque jamais là pour les sauver. Chaque seconde compte et la mort rôde. Pour une partie de la communauté, Shibuya c'est juste de la bagarre pour de la bagarre, ou même que ça raconte pas grand chose de pertinent pour la densité des combats, et ce chaos constant. Vous l'avez bien compris, mais je suis pas du tout dans cette idée-là. Shibuya c'est un arc à l'air bourrin certes, mais dont les thèmes sont bien présents. J'ai déjà vous parlé de deux d'entre eux. En premier, la question de l'humanité est primordiale. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est suffisamment dit pendant le manga, mais les exorcistes ne sont pas des héros. Ils font seulement leur travail. Alors qu'est-ce qui fait d'eux des humains? Est-ce que c'est tout simplement leur corps? Mais Kamaru n'a pas de réel corps, alors qu'on le décrit humain. Alors peut-être c'est dans l'esprit. Des valeurs universelles, comme protéger ceux qu'ils aiment par exemple. Bah pas réellement, car un Itadori veut protéger le plus d'innocents par égoïsme. Mais Jogo va lui aussi chercher à protéger ses amis, par altruisme. Bref, comme je commence à vous le faire miroiter, cette question elle est super compliquée, et bien traitée dans l'arc, car tout le monde est nuancé. Chaque personnage possède une vision, des idéaux, et une moralité bien différente, et c'est ce que va montrer Shibuya. Il n'y a pas une unique réponse, mais de multiples,
qui vont être dévoilés par des antagonistes, mais aussi par nos héros. Un personnage comme Kusakabe est aussi intéressant car sa vision légèrement couard est sûrement la plus tangible pour nous spectateurs. Mais Shozo, qui cherche à venger la mémoire de ses frères, est autant humain que lui, car cette raison est identifiable pour chacun d'entre nous. Shibuya, en étant un récit choral, c'est-à-dire en multipliant les points de vue, permet de montrer la complexité de ses personnages et du monde de l'exorcisme. L'acceptation est un autre thème majeur de cet arc. Par exemple, Nanami cherchait à fuir ce qu'il était, et il va accepter que c'était la vie pour laquelle il était fait. Il aurait pu mourir avec des regrets, mais meurt en voyant Yuji, en acceptant qui il est, et en lui donnant l'encouragement dont il aura sûrement besoin. Même le protagoniste est un écho à ce thème. Il va accepter de faire son rôle d'exorcisé jusqu'à la fin, malgré qu'il soit un meurtrier. Sans compter sur Gojo, qui accepte d'avoir besoin des autres, et de leur faire confiance. Des personnages comme Toji, Nobara ou Jogo sont concernés, mais je vais revenir sur chacun de ces personnages en temps voulu. En outre, Akutami il intègre des thèmes universels, tels que la perte, le sacrifice ou la recherche d'identité, dont on a déjà parlé. Ces thèmes ils peuvent paraître assez simples, et peut-être trop vastes. Mais Akutami il va les traiter d'une façon naturaliste. En les ancrant dans des simulacres de réalité, il va les rendre tangibles, et faire ressortir de ce capharnaüm, dans des événements aussi démesurés, des capsules d'instants puissants, et profondément humaniste. Akutami, il fait transpirer dans son récit ses combats une humanité déchirée, complexe et authentique. Dans cet univers où l'exorcisme côtoie notre quotidien, il utilise ses affrontements non pas seulement comme démonstration de violence, mais comme des miroirs réfléchissant les émotions, les peurs, les désirs et les conflits internes de ses personnages. Alors chaque coup porté, chaque sort lancé, n'est pas là que pour transfigurer la puissance, mais est une extension des luttes internes, une matérialisation de leur lutte émotionnelle et morale. Dans Shibuya, ils sont tous mis à l'épreuve, et pas seulement physiquement. L'absence de Gojo est un catalyseur qui met en lumière la vulnérabilité et l'interdépendance des personnages, forçant chacun à se confronter à ses propres faiblesses, et à grandir en conséquence. Cette approche, mêlée à une action maîtrisée, et donc une profondeur émotionnelle, permet à l'auteur d'explorer en profondeur la fragilité de nos convictions, et la force de nos liens. C'est pour cela qu'elle va défier les attentes, et nous laisser une impression durable. Quant à la structure très désorganisée, elle est bien moins qu'elle ne semble l'être, mais j'y reviendrai vers la fin de cette review. Il y a 3 personnages qui parcourent la quasi-entièreté de l'arc. C'est Megumi, Itadori et Nanami. Les 2 principaux héros et le maître si on retourne à leur rôle dans l'intrigue par rapport au standard du shonen Neketsu. Je vous invite donc à débuter notre parcours en suivant celui d'Itadori. Suite au scellement de Gojo, logiquement Gege Akutami il nous dévoile Yuji dans la scène qui suit, pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est pour renforcer ce qui vient de se produire. Mais c'est surtout pour symboliser que les valeurs auxquelles croit Gojo et croyait Geto avant de basculer ne sont pas mortes, et que l'espoir subsiste. Notre prota, il s'empresse de prévenir les autres, de l'information qu'il vient de récupérer. Mais Kamaru, étant présent grâce à l'installation de ses caméras partout dans Shibuya, va prévenir Yuji de ce qu'il vient de se passer. Je vais passer un peu les détails, jusqu'au moment où il va hurler sur le toit d'un immeuble pour prévenir les autres personnages de ce qu'il est arrivé à Gojo. S'en suivra donc la retrouvaille entre Nanami, Megumi, Ino et notre prota. Ils vont se répartir les tâches afin d'arrêter le rideau, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ino va se retrouver dépassé par un revenant comme on le verra plus tard, et notre duo combattra Jiro Awasaka, un maître de fléau protégeant une partie du rideau. Quant à Nanami, il part à la recherche de Hijishi. Dès ce moment-là, on sent directement que le ton et l'atmosphère changent. Les héros sont perdus, et cherchent à remettre de l'ordre dans cette bulle sans contact. Alors le combat contre Awasaka est la représentation du retour du chaos, étant réduit à se cacher suite à la naissance de Gojo. On découvre tangiblement l'impact qu'il possédait sur ce monde, et ces individus que par sa simple présence, il avait réduit au silence, avec une superbe page qui iconise même son arrivée au monde. Mais maintenant, ils viennent d'être libérés de cette peur, et des gens comme lui vont de nouveau ressurgir. C'est une fenêtre sur ce qui attend le monde si Gojo n'est pas libéré à temps. Comme vous le savez, il s'agira bien d'une prémisse à ce qui suivra. Hormis ça, le flashback de Jiro le présente comme un homme malsain, s'amusant à mutiler ses victimes et dégoûter des plus faibles, mais qui derrière son travail de tueur à gages est en quête de liberté, comme il va le souligner dans le combat. C'est tout logique que lorsqu'il apprend par l'intermédiaire de Kenjaku et Mahito que Gojo peut être scellé, il se joint à leur plan afin de retrouver sa liberté. On a avec ce petit antagoniste l'idée de libre arbitre, mais teintée d'immoralité. Derrière cette idée noble de vivre selon ses propres desseins, se cachent des individus profondément mauvais, et qui n'ont en réalité rien d'humain. Son envie de liberté, au prix de celle des plus faibles, n'est pas une preuve d'humanité, mais une preuve de faiblesse, comme le montre son pouvoir. L'idée du pouvoir d'Awasaka fait à la fois office de combat de chauffe pour nos héros, mais aussi d'illustration de qui il est. Vice versa, pour vous la remémorer, consiste à ce que plus les coups soient puissants, moins ils lui font de dégâts, et inversement. Comme si littéralement son mépris des plus faibles était sa faille. Surtout quand on sait qu'il a été réduit au silence depuis la naissance d'un enfant.
Ce paradoxe qu'il représente est pertinent. Il développe l'ironie de la force et de la vulnérabilité dans son caractère. Jiro Awasaka, qui se perçoit comme le maître de sa propre vie, est en réalité esclave de ses propres défaillances morales. Il incarne la notion de puissance inversée, où la vraie force ne réside pas dans la domination des faibles, mais dans la capacité de reconnaître et d'affronter ses propres faiblesses. Lui qui a préféré se terrer pendant des années. Le combat l'opposant à notre duo met en exergue son échec, par sous-estimation de ses adversaires, symbolisant son incompréhension. Cet affrontement nous rappelle l'intelligence en combat de Megumi. Il trouve le point faible de son opposant, et développe une stratégie assez rapidement pour le mettre hors d'état de nuire. On a ce travail d'équipe, toujours super bien géré par Akutami, et qui n'est pas si souvent présent dans les mangas actuels. On sent vraiment le côté coéquipier, et ça sera aussi la dernière fois qu'on les verra combattre ensemble dans cet arc. Et surtout, c'est l'occasion dans l'anime d'avoir le retour de cette super OST. Bref, après cette victoire, ils vont se séparer. Megumi va s'occuper d'Ino, qui est gravement blessé, après avoir chuté de la tour dans laquelle il affrontait un ennemi bien trop fort pour lui. Je vous tease alors que vous savez pertinemment de qui je parle. De son côté, Itadori se rend dans la gare, et là il va croiser Shozo. C'est le premier vrai affrontement pour Yuji dans l'arc. Malgré le fait qu'il ait battu le criquet, et que j'en ai pas réellement parlé car cette partie servait surtout à introduire la présence de Fléau dans l'arc, et la progression d'Itadori en tant qu'intermédiaire classe 1, il est maintenant temps qu'il montre réellement ses capacités, face à un adversaire à sa taille. 3 personnages sont à la recherche de Yuji, pour différentes raisons. Maito pour s'amuser à le briser psychologiquement, Jogo pour lui faire avaler les doigts de Sukuna, et finalement Shozo pour venger ses frères morts. C'est celui qui possède les raisons les plus morales qui le retrouve en premier. Shozo est un personnage basé sur sa profonde loyauté à sa famille. Étant 9 frères tous issus du mélange entre une humaine et des fléaux par la main de Noritoshi Kamo, qui se trouve être Kenjaku, il est le grand frère d'Ezo et de Keishizu, qui ont affronté Nobara et Yuji. Suite à leur mort, il cherche à les venger. Rien que cette volonté témoigne de la mentalité qu'il possède. Shozo y représente en quelque sorte la figure du grand frère. Akutami, comme il l'a déclaré, il souhaitait incorporer une relation fraternelle dans son histoire, et c'est ainsi qu'il va la lier à notre protagoniste. Ce n'est pas pour rien que le pouvoir de Shozo est littéralement le sang, symbolisant le lien qu'il possède avec notre héros. Son pouvoir il contient peu de faiblesses, car il ne risque pas d'anémie au contraire des Kamo. Une famille puissante du monde de l'exorcisme, ils doivent utiliser du sang extérieur pour éviter ce risque. Lui, son sang, il provient de son énergie occulte. Itadori va subir de nombreux assauts puissants de longue distance, et aura besoin de l'intervention de Mekamaru pour pouvoir remettre le combat sur un pied d'égalité. Ça démontre l'intelligence stratégique de Mekamaru, quand il n'est pas mené par ses émotions. Justement, il va utiliser sa propre faiblesse sur Shozo, en jouant sur ses nerfs et l'emmenant dans son piège. Je trouve assez cocasse que ça soit celui qui était manipulé par Kenjaku et Maito pour son corps, qui manipule à son tour celui qui est dans la même situation que lui. C'est là que pour moi cet affrontement entre Itadori et Shozo, il devient purement excellent. On a un style vraiment film d'action, jeu de combat, et l'utilisation des décors est jouissive. C'est une vraie bagarre de rue qui est sublimée par l'animé. À travers les chorégraphies et les lumières, on a un travail de grande qualité des animateurs, et c'est vraiment appréciable. Cet affrontement, il est crucial pour le développement de Yuji, le forçant à faire face à la réalité de son rôle. Il est là seulement pour le bien commun. Même s'il meurt, il doit faire avancer les autres, et emmener son ennemi dans sa chute. Ce combat, il fait grandir Yuji. Sans même s'en rendre compte, il va réaliser ce que doit être un grand frère. Mais malgré sa progression, Itadori va atteindre sa limite. La victoire de Shozo est liée aussi à sa motivation intrinsèque, qui est de venger ses proches. Il a tout fait pour tuer Yuji, au contraire de celle d'Itadori, qui n'est pas aussi puissante. Justement, Yuji pourra l'expérimenter légèrement plus tard, malheureusement pour lui. Je n'ai pas parlé du signe distinctif de Shozo sur son visage. La super vidéo de Meti a trouvé un sens que je trouve vraiment pertinent. La marque caractéristique sur son visage représenterait le fait qu'il soit l'aîné de la famille. En effet, 1 en japonais s'écrit comme ceci, mais aussi ferait très sûrement une référence à Yu Yu Hakusho. Et c'est pas déconnant en connaissant l'amour de l'auteur pour cette œuvre. Shu possède ce même trait caractéristique. Mais pour le coup, je pense que c'est pas seulement ça, on peut aller un peu plus loin. Tous les deux sont des personnages qui vont changer de camp. Dans l'arc du tournoi, Shu est en premier lieu un adversaire pour Urameshi, et va devenir plus qu'un allié, mais un ami. De la même manière que Shozo va basculer du côté de son frère, en découvrant ses origines. Cette figure de l'ennemi qui change de camp est très souvent présente dans les arcs de ce type, comme on le verra plus tard. Et en l'occurrence, elle est super bien amenée. En allant l'achever, il réalise qui est Yuji. C'est alors qu'un peu de la même façon que Todo dans la première saison, il est envahi par des souvenirs inexistants. C'est là qu'il va comprendre qu'il est son cadet, remettant tous ses actes en question, et se retrouvant dans la même situation que Itadori lorsqu'il tuait ses frères. De cette scène naîtra 2 choses. La première, une foulée de mèmes, mais dans l'œuvre, la volonté pour Shozo de retrouver celui qui l'a poussé à tuer son propre petit frère. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Yuji, il est laissé pour mort suite à cette défaite, et de terribles conséquences que vous connaissez vont survenir. Avant d'en parler, il faut retourner au moment de la séparation de notre duo,
et partir cette fois sur le chemin de Megumi et celui de Nanami. Après avoir défait Awasaka, il avait ramené Ino pour qu'il puisse être soigné. Il s'en va alors rejoindre le combat de Dagon. Bon, le combat contre Dagon, c'est sûrement l'un des plus sous-estimés. C'est à la fois la représentation parfaite du travail d'exorciste dans le monde dépeint par Gege Akutami, ainsi qu'un combat qui n'était pas préparé et qui va mal finir, qui va pousser ces personnages sans réelles affinités à mettre leurs différents côtés pour survivre. Bref, une masterclass de tension en perspective. Nanami, suite à son combat contre Haruta, dont on parlera plus tard, rejoint Maki et Naobito. Akutami réunit des personnages qui semblent avoir aucun lien entre eux, aucune alchimie. Une véritable escouade improvisée. D'un côté, on a un alcoolique irresponsable, chef d'une grande famille, de l'autre, une jeune inexpérimentée, et finalement, un travailleur solitaire exaspéré. Ils vont alors se retrouver nez à nez face à un fléau, qui ne paye pas de mine à première vue. Ce qu'on pouvait décrire jusqu'à présent comme le familier du groupe d'antagonistes, mais qui va se révéler plus coriace que prévu. Dagon, il semble facilement battu par Naobito. On a l'impression d'une simple mascotte qui est misérablement défaite. Puis il va se mettre à dégurgiter les ossements de centaines d'innocents. On va changer complètement de ton et commencer à comprendre que derrière cette apparence mignonne se cache un réel danger. Il semble vouer une haine pour les exorcistes en général. En effet, Gojo a tué Hanami. Il se révèle qu'il aimait vraiment ses amis et va mettre tous les exorcistes dans le même sac. C'est alors qu'il se transforme en une créature plus impressionnante. Dagon, il est inspiré à la fois par d'anciennes croyances, qu'il décrive comme une divinité représentée sous la forme d'un poisson, mais surtout par le travail de Lovecraft, avec sa nouvelle homonyme relayant cette croyance dans son œuvre. Même si son apparence fait bien sûr référence à la créature principale de son univers, c'est-à-dire Cthulhu. Cette inspiration, elle sous-tend le thème de l'eau, des profondeurs qu'incarne Dagon. Les fléaux naissant des peurs, il est né de celle de la mer, des profondeurs. J'ai juste envie de m'attarder un peu sur le pouvoir de Naobito, que j'aime particulièrement. Pour vous le réexpliquer, il consiste en la division d'une seconde en 24 images. Chaque image correspond à une action, comme un dessin d'une séquence animée. Si on ne se restreint pas à la règle de ce sort, c'est-à-dire se déplacer à 1/24e par seconde, on est figé pendant une seconde. C'est ce qui le rend super rapide. Il y a des limites, il peut pas faire des mouvements impossibles, et ce concept basé sur le format filmique, il fonctionne encore plus dans l'animé. Il y a vraiment une vibe Hunter x Hunter, JoJo's Bizarre Adventure dans les pouvoirs qu'applique Akutami à ses personnages. Et le discours au sujet de l'augmentation du framerate à 60 fps et du problème que ça pose est génial. On sent que l'auteur avait envie d'en parler, et il en a profité pour créer ce sentiment d'irrespect et surtout de diversion. Il y a même quelque chose d'ironique avec le personnage de Dagon, étant furieux que Naobito n'appelle pas les fléaux par leur nom, et Dagon va mal le prendre alors qu'il va le faire la même chose avec les humains. Ce qui démontre une nouvelle fois la ressemblance entre eux. Naobito, dans ce combat, avec sa vitesse inégalée jusqu'à être décrit par son adversaire comme étant plus rapide que Jogo, Maki avec sa force brute, et Nanami avec sa technique et son expérience, offrent un aperçu de la diversité des compétences des exorcistes. Mais surtout, montre que sans préparation, ni entente, tout peut mal tourner. Car Dagon va utiliser une extension du territoire sans la nécessité d'un signe de main. Notre trio, il se retrouve piégé. Son domaine, dans lequel ses amis pouvaient se relaxer, devient un théâtre macabre. Dans celui-ci, on comprend encore plus en quoi Dagon est la personnification de l'océan, avec une sérénité malicieuse qui s'en émane. Étant à première vue calme et mignon, se cache au fond la terreur. Ce fléau de la mer, représentant littéralement le fait de ne pas se fier aux apparences, montre une nouvelle fois la profondeur émotionnelle qu'ils peuvent cacher. Dagon, de la même manière que Chozo, cherche à venger ses proches, et va révéler une horrible facette et puissance sous sa vraie forme. Il va mettre dans le mal des exorcistes, des rangs 1, et démontre la puissance croissante des fléaux. Sans préparation préalable, ils vont devoir mettre leur vie en jeu pour survivre contre n'importe quel fléau à présent. Justement, alors qu'ils sont dominés, Megumi arrive et transmet à Maki une arme supérieure. En effet, il va s'infiltrer dans le territoire de Dagon après avoir mis Ino en sécurité. Megumi va une nouvelle fois, après son combat contre Awasaka, montrer son évolution. Il est conscient de son statut et va trouver une échappatoire sans risquer sa vie pour rien. Il prépare un trou dans son territoire, à la manière d'une fuite dans cette étendue d'eau. La scène qui suit explicite ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. En mettant cette équipe en place, qui ne semble pas fonctionner, il va montrer ce que sont réellement les exorcistes. Ils sont prêts à mettre leur vie en jeu pour un intérêt commun. Ils croient la hiérarchie et leurs collègues, malgré leurs différences, et se font une confiance aveugle. Cette scène, elle est super bien amenée. On semble être soulagé, mais c'est sans compter l'intervention d'un fantôme. Comme venu des enfers, Toji Fujiguro plonge la scène dans une toute nouvelle tension. Il a une nouvelle fois combattu son propre destin, et va mettre en évidence qui il est face à son clan. Dans une scène faisant un parallèle extrêmement bien amené, à Gojo dans leur opposition passée. Pour comprendre son retour, faut qu'on revienne légèrement avant. Lorsque Ino cherche à stopper les rideaux, il affronte Ogami, qui est dans une situation similaire à Awasaka, réduite elle aussi au silence suite à la naissance de Gojo. Sa capacité occulte, pour résumer grossièrement,
lui permet de se transformer ou transformer une personne qui le souhaite en une personne décédée, et en l'occurrence son petit-fils en Toji Zenin. Ce pouvoir impressionnant symbolise le fait de se cacher, d'être obligé de revêtir une autre identité pour pouvoir exister dans ce système. Elle décide d'invoquer les capacités de Toji dans son petit-fils, ce qui est assez ironique quand on sait que la seule personne qui a pu combattre ce système, c'est bien sûr Toji. Mais c'était sans se douter des capacités exceptionnelles de celui-ci. Il va prendre l'ascendant et devenir un véritable danger pour les exorcistes dans Shibuya, jusqu'à que son hôte soit arrêté. Il perd toute conscience et cherche seulement l'adversaire le plus puissant autour de lui. Certains trouvent ça comme une facilité scénaristique, et je peux le comprendre. Je pense qu'Akutami voulait faire revenir ce personnage, car il avait une dernière chose à développer. Bref, à la manière d'un radar de puissance, il cherche à combattre instinctivement ce qui se trouve dans son périmètre. En rentrant dans le territoire de Dagon, il est là pour en découdre, et va bluffer toute notre escouade. C'est une retrouvaille de la famille Zenin qui va démontrer les limites de sa structure même. Toji vole l'arme Maki et se concentre sur Dagon, dévoilant qu'une arme dépend bien du manieur, et comme s'il montrait ce qu'elle peut tendre à devenir, en mode voilà comment on fait. Dans un enchaînement complètement spectaculaire, il va mettre en avant ses capacités et démonter le fléau. Submergé par les coups, il va chercher à s'enfuir, et Naobito va aider légèrement Toji, qui va le planter violemment à de multiples reprises. Dagon est battu par un mec sans énergie occulte. Il démontre en quelque sorte que les Zenin se fourvoient dans leur fonctionnement, en excluant la différence et en instrumentalisant leur haine sur celle-ci. Et un personnage que j'apprécie énormément dans le manga va le symboliser plus tard. Maintenant que l'ennemi commun est tombé, représente-t-il une menace, ou est-il un allié? Directement, Toji se rue sur Megumi, ce qui montre la puissance qui est enfouie en lui. Alors qu'on semble avoir échappé au danger, on se retrouve une nouvelle fois surpris par l'auteur. La tension semble pouvoir retomber, mais c'est sans compter l'apparition de Jogo, qui va pouvoir démontrer ses capacités et one-shot notre trio bien-aimé. Ce ramasse-miettes purement violent dévoile à quel point on a basculé dans un autre type de récit. En mettant Toji comme Deus Ex Machina en quelque sorte, l'auteur nous fait miroiter des barrières scénaristiques toujours existantes, avant une nouvelle fois de les briser avec froideur. Les exorcistes ne sont jamais préparés au fléau. Il n'y a pas de vrai gagnant dans ce combat, car Dagon est battu par quelqu'un d'autre, mais surtout lorsqu'il est exorcisé, ils vont être renvoyés directement en enfer par Jogo. Ce groupe n'avait aucune affinité particulière, mais ont essayé de s'ajuster pour survivre. Ils ont tout donné, mais ça n'a pas suffi, dévoilant l'implacabilité de cette nouvelle ère de fléau. Revenons sur Toji. Megumi se retrouve à affronter son père, de la même manière que Yuji affrontait son frère. Tous deux sans le savoir. Justement, l'anime fait un super travail pour adapter le début du combat. Les lapins qui font du kung-fu, c'est génial, et Toji qui leur envoie des cailloux et les déchiquette, l'anime il se fait vraiment plaisir. Toute la poursuite est bien mise en scène, et on a une nouvelle fois l'aspect stratège de Megumi qui est super satisfaisante à suivre. Jusqu'à que leurs regards se croisent, et que Toji réalise la situation. Le blanc des yeux de Toji s'éclaircit, signe qu'il a retrouvé ses esprits. On a droit à un court instant de flashback, dévoilant le moment de la vente de Megumi, et présentant des semblants d'inquiétude, mais surtout une phrase super importante. On comprend assez facilement que c'est la mort de sa femme, qui était le mouvement de bascule, qui a fait rechuter Toji après qu'il se soit émancipé du clan Zenin, et qui l'a conduit aux actions du flashback, et Gojo de s'en occuper, encore plus tragique. Toji avait réussi à dépasser sa prédestination, avec sa femme, mais sa perte lui a fait quitter sa propre voie. Cette fois, au contraire de sa première mort, il va pouvoir réaliser que son chemin est le bon, mais surtout, pouvoir partir comme il le souhaite. Il demande à Megumi son nom, s'attendant à entendre Zenin. Il est rassuré lorsqu'il entend le sien, Fujiguro. Il trouve la tranquillité quand son fils a choisi sa propre voie, et non celle à laquelle il était imposé. Comme celle qu'il avait tuée, Toji peut s'en aller, en ayant pris son chemin, et prend l'action la plus libre qu'il pouvait faire, celle de mettre fin à ses propres jours. Cette scène fait partie sans nul doute de mes préférées de cette saison, et elle va se conclure par quelque chose de vraiment pas du tout satisfaisant. C'est que Megumi ne sait pas qu'il s'agissait de son père, et ne le saura sûrement jamais. Et c'est ça le drama que j'apprécie. Cette insatisfaction amère qui rend ça plus touchant, et très humain, comme s'il n'avait pas besoin de savoir. C'est simple et super efficace. Blessé suite à ce combat, on va laisser Megumi un instant et retourner sur Itadori endormi. Sa défaite face à Shozo va être le facteur permettant de développer son personnage encore plus. Nanako et Mimiko, elles vont tomber sur lui, alors qu'il est inconscient, et vont lui faire ingérer un doigt. En effet, elles cherchent à tuer Kenjaku, car il a menti sur le retour de Geto, leur maître, celui qui les a sauvés, éduqués, et permis d'être libres et fiers de ce qu'elles sont. Bon, j'ai un affect particulier sur cette partie. Je vais beaucoup me répéter avec cette phrase dans cette vidéo, je suis désolé. Mais c'est le moment où j'ai vraiment réalisé ce que j'étais en train de lire, et la puissance du récit d'Akutami. Je trouve que l'anime a réussi à plutôt bien représenter cette scène. Le fait d'avoir ingurgité un doigt donne l'indication à Jogo quant à leur présence. Toujours dans les environs, il va essayer de les tuer et donner le plus de doigts possible à Sukuna. Son réveil, c'est le moment de bascule de l'arc Shibuya dans une autre envergure. Quand Jogo, qui vient de one-shot de grade 1 et Maki, est réduit à plier le genou, on comprend l'échelle que vont prendre les événements.
Mais surtout, ce sont les deux filles qui vont synthétiser ça. Rien que le fait de respirer semble être de trop. Quand j'ai lu le manga et que j'ai vu Nanako et Mimiko mourir aussi facilement, j'ai été sidéré. Même leur nom renvoie que ce sont des gamines, ou plutôt qu'elles ont cette mentalité crédule. Le kanjiko signifie littéralement enfant. C'est pour ça que quand Sukuna arrive, l'ambiance change complètement, et que leur mort est aussi crue. On a littéralement l'apparition d'un démon sans pitié sur le champ de bataille. On a droit à une animation de fou furieux pour l'affrontement à sens unique entre Jogo et Sukuna. Même les édits de zinzin qu'on a eu depuis des années ne m'avaient pas préparé à ça. Les petits ajouts comme la montée de la température sur cette scène, ou les déplacements de Sukuna dans les bâtiments, permettent d'amplifier cette sensation de changement d'ampleur. Avant de m'étaler sur Jogo et le combat, une petite aparté sur Kusakabe dans ce passage. Très peu présent dans l'arc, on le voit 3 fois réellement en action. La première, c'est quand on découvre la raison de son absence dans les lieux à danger, c'est tout simplement par sa nature, car Kusakabe c'est le mec le plus identifiable de très loin. Il fait son taf, mais s'il peut éviter de se mettre en danger, bah il le fait. Cette couardise dévoile une facette des exorcistes assez réaliste, et la scène avec Panda est une petite bouffée d'air frais qui va donner le sourire. L'idée d'un personnage comme lui, c'est donc de montrer le côté authentique de ce qu'il se passe par rapport à une échelle humaine. C'est pour ça que l'idée de le montrer dans l'affrontement opposant Jogo et Sukuna est très intelligente. Cette scène, elle est purement incroyable. On voit qu'ils ne jouent pas dans la même cour, et on sent vraiment la présence qu'on pourrait avoir si on était à leur place. J'adore le stress mis en scène par le jeu sur les regards et l'absence de la musique. Sukuna s'amuse littéralement avec les humains. Je suis trop content du choix de Shinichiro Miki pour son seiyuu. C'est l'interprète de Urahara, Mustang ou Sakamoto dans Gintama, et je trouve qu'il a une façon très décomplexée de jouer ses rôles et les rend facilement humains. Je sais pas si vous comprenez ce que j'entends par là, mais en tout cas, Kusakabe n'aura pas réellement de grande importance dans l'arc, hormis mettre en scène les autres. En le montrant, ça rend ce que font les autres encore plus impressionnant, et remet en perspective les actions de Shibuya. Il est temps de revenir sur le personnage de Jogo dans son ensemble, qui bénéficie d'un traitement incroyable. Dès son introduction, j'ai une appréciation particulière pour lui, par le seiyuu notamment qu'il possède. Shigeru Shiba, par ses rôles de Kuwabara et Bagi, fait vraiment partie de ces doubleurs à la voix facilement reconnaissable. Et je sais pas comment l'expliquer, mais dès que je le repère dans un animé, ça met dans une bonne position pour le kiffer. Je trouve juste bizarre que le grand-père de Yuji et Jogo possèdent le même doubleur. Mais vu qu'il n'a quasi aucune apparition, c'est pas dérangeant. Mais si vous avez une idée de pourquoi, je veux bien savoir. Bref, il est introduit en même temps que Kenjaku, Hanami et Dagon lorsqu'ils préparent leur plan pour enlever Gojo de l'équation. C'est là qu'il va dévoiler son objectif. Il souhaite ramener Sukuna afin d'inverser les places entre humains et fléaux. Né des vrais sentiments des humains qu'il cache derrière leur hypocrisie, pour lui, ils sont les vrais humains. Comme il le dit, les imposteurs doivent disparaître. Au départ, il prend la conf et il va pas écouter Kenjaku. C'est là qu'il va se faire malaxer par Gojo, nous montrant en tant que spectateur la puissance incommensurable de celui-ci, et l'impact qu'il possédait sur autrui. Mais il va permettre au plan de s'affiner. Quand Hanami est basé sur la nature, Dagon sur les océans, Jogo lui est centré sur les flammes. Il démontre par son comportement cette personnification de cette représentation, comme lorsqu'il insulte Hanami, mais dès lorsque le doute s'infiltre en lui, il va perdre ça, et devenir plus humain. En effet, la défaite face à Gojo va lui faire naître ce sentiment d'infériorité. Je m'étais fait la réflexion pourquoi Jogo et Gojo ont des prénoms aussi proches. Je sais pas si on peut faire le rapprochement, parce que les kanji ne signifient pas du tout la même chose, mais ce jeu de prononciation pourrait représenter réellement qui est Jogo. Il incarne l'inverse de Satoru Gojo. Lui, il souhaite être reconnu pour sa force, alors que Satoru Gojo cherche à être reconnu pour qui il est, et non donc pour sa force. Ce qui renvoie à sa haine particulière envers lui pendant tout l'animé. Une sorte de jalousie profondément tragique, parce que sa rencontre avec lui montre littéralement l'écart entre les deux. Surtout que ce qu'incarne Gojo, comme Sukuna, c'est ce qu'il a perdu. Jogo va constamment se comparer aux autres, et mettre en doute ses propres capacités à partir de sa défaite. Il représente littéralement l'effet de Gojo sur le monde de l'exorcisme. La peur qu'il représente impacte durablement ce qu'il affronte. La mort de Jogo est dans un sens aussi une manière de montrer ce changement d'air, cette fin de la peur. Elle est aussi représentée lorsqu'il affronte Sukuna. Il sait déjà qu'il va perdre en bataille de domaine. Il est résolu dans sa manière de penser. C'est ça que Sukuna va lui faire comprendre, qu'il pense comme un perdant. Sa confiance est brisée, et lorsqu'il l'a retrouvé à Shibuya, il a été obligé de jouer sournoisement et de fuir, mettant son ego de côté. C'est là la différence majeure qu'il a avec ces monstres. Ils sont forts car ils ne se soucient pas des chances de l'emporter. Ils font, c'est tout. Si on revient à la question que Geto avait posée à Gojo dans le flashback, c'est cette idée qui y est représentée. On peut se poser la question, est-ce que la force est basée sur la confiance de qui on est ? Sauf qu'il a perdu sa nature même de fléau. Cette volonté de brûler le monde qui l'entourait s'est brisée à jamais. La fin de l'affrontement face à Sukuna
lui met en face cette tragique réalité. Il aurait pu faire ce qu'il souhaitait, s'il ne se préoccupait pas des autres, mais seulement faire ce qu'il faut. Il n'avait pas de confiance en lui, et de fait, ne pouvait pas devenir plus fort. Jogo était condamné à stagner. En pensant comme les humains, et en se comparant à eux, il a oublié qui il était à l'origine, en cherchant à s'en remettre aux autres, et en les considérant. L'idée dans Jujutsu Kaisen est que ceux qui cherchent à accomplir leurs désirs sans considération de ceux des autres sont récompensés, mais profondément seuls. Cette vision hédoniste qui éloigne la camaraderie et l'adversité ne pouvait pas correspondre à Jogo, comme elle a correspondu à Gojo et Sukuna. En effet, il va faire preuve de plein d'aspects profondément humains, que ce soit son amitié avec Hanami et Dagon, qui va le mener à la vengeance, sa témérité, son acceptation du sacrifice, ainsi que sa confiance en Mahito pour continuer, qui rappelle un peu Nanami avec Yuji. Le plus gros problème dont Jogo souffrait était de prendre en compte la complexité de la pensée humaine, et les limites qu'elle peut créer. C'est pourquoi sa mort est une dernière longue conversation avec Sukuna et ses amis par rapport à Mahito, qui était capable de penser plus profonde, mais ne les laissait jamais bloquer son instinct. Il retrouve ce qu'il a perdu, Hanami et Dagon, et leur discussion est super pertinente. Il va une nouvelle fois s'excuser, dévoilant sa faiblesse. L'un des buts de ce moment, c'est une nouvelle personnification des fléaux, malgré qu'ils soient l'antithèse par nature des humains, car chacun s'affronte pour vivre. Jogo ira jusqu'à dire qu'ils sont les véritables humains. C'est là qu'il y a une différence intrinsèque avec Sukuna. Il souhaite seulement inverser l'échiquier, se réunir face à une adversité commune, ce qui ressemble à une forme de faiblesse pour Sukuna. Tout le dialogue entre eux quelques instants avant sa mort va le pousser à devenir fort pour quelques instants, en démontrant ses capacités et en osant l'affronter. Justement, cette scène est émouvante aussi pour lui, car il l'est. C'est juste qu'il n'a pas pu entièrement le devenir, car il ne s'est jamais relâché pour devenir au niveau de ses monstres. On a pu le voir dans cette séquence, où quand il a pulvérisé notre escouade bien-aimée. La réponse de Sukuna à ses pleurs est tout aussi incroyable. C'est fort quand même, car vraiment ça montre qu'il est dans un autre spectre, et ça iconise le roi des fléaux. La vidéo de Ranman, que je vous conseille pour ceux qui parlent anglais, parle d'un rapport super intéressant dans la retrouvaille entre ces trois fléaux. L'un tué par le roi des fléaux, l'autre par le plus puissant exorciste, et enfin le dernier par l'humain le plus fort. Jogo avait perdu sa vraie nature, et cette petite récompense montre à la fois ce qu'il aurait pu devenir, mais porterait aussi ce qu'il est devenu, bien plus humain que n'importe quel fléau, car comme eux, Jogo meurt seul. La transition entre cette vision et son cadavre est terrible. Quoi de mieux pour celui qui a perdu son feu que de périr par la flamme d'un autre? Repartons sur Megumi. Blessé, il se retrouve face à Haruta. Il invoque Mahoraga sur lui. Quitte à mourir, il l'amènera aussi dans la tombe. Mahoraga est une créature inspirée par la mythologie, comme le fait souvent Akutami. Tout son design est lié à la culture bouddhiste. Cette créature qu'invoque Megumi est une des plus puissantes de l'univers de Jujutsu Kaisen, par sa faculté d'adaptation. Ce pouvoir qu'il possède explique sûrement la raison pour laquelle Toji s'est rué sur lui au préalable. Lorsqu'il fait le signe de main, on comprend alors qu'il souhaitait le faire à chaque fois qu'il était en situation périlleuse. C'est là qu'intervient Sukuna, qui pour protéger Megumi pour une raison encore inconnue, et tester en quelque sorte sa puissance, va combattre son invocation. C'est là que la déconstruction de Yuji commence, comme va en témoigner l'introduction. Yuji. Omae wa tsuyoi kara hito wo tasukero. C'est un ajout incroyable qui met dans le bain, annonçant les futures conséquences que va devoir affronter notre protagoniste. Car dans l'épisode 17, on a une intention de grand spectacle. Dès l'introduction, avec le passage au format cinéma, qui témoigne l'envie de nous éblouir, on sait qu'on va assister à un affrontement de haut niveau entre Mahoraga et Sukuna. Le combat est rythmé par des points de vue lointains, mais aussi par ceux des humains, qui sont témoins de cet affrontement sans précédent. Moi qui n'appréciais pas trop ce passage dans le manga, qu'il trouvait au plus flottesque et dont seules les conséquences m'intéressaient, je trouvais ça beaucoup plus digeste et prenant en animé. Notamment grâce au travail des animateurs, mais aussi des musiques utilisées, surtout celle de l'extension de Sukuna. Il faut ouvrir une parenthèse sur les musiques de cette seconde saison, car je suis très partagé. Je trouve qu'on a eu plein de bonnes musiques d'accompagnement, mais je pense qu'on manque d'OST marquantes, en quantité. Non pas que celles qu'on ait eues soient nulles, mais je peux citer au maximum 5 OST de très haut niveau dans Shibuya. On est loin du niveau d'un Demon Slayer par exemple. Rien que récemment, on a eu Frieren qui a eu droit à des musiques incroyables.
Maintenant pour vous dire, à peu près les musiques qui ont plus marqué les moments importants de cette saison de Jujutsu, de mon avis, se comptent sur le doigt d'une main. Et je suis très gentil. La première, c'est celle de la mort de Nanami. Que ça soit au niveau des raccords et de la symbolique, là c'est génial et ça marche. Ensuite, il y en a deux liés à l'affrontement de Sukuna, qui sont des thèmes facilement identifiables et qui servent de thèmes puissants. La quatrième, c'est celle du combat entre Yuji, Nobara et Mahito qui est géniale. Elle me rappelait un peu les OST de Hunter x Hunter 99, IQ ainsi que Persona. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais ça m'a rappelé ça. Enfin, la dernière, c'est celle utilisée par Todo face à Mahito, qui marque vraiment en plus qu'elle soit un ajout. Hormis ces 5 scènes-là, c'est difficile de plus donner de musique qui ont transcendé une scène en Shibuya. Faut parler du discours de Kenjaku à la fin, mais encore, c'est là qu'on aurait pu en demander plus, vu la quantité de scènes qui auraient pu en bénéficier. Ça peut rester du chipotage, et c'est subjectif. J'ai l'impression que l'objectif était plutôt de laisser place à la crudité des scènes, par l'absence de musique, dans des séquences importantes ou simplement par des musiques qui collent au dialogue. C'est sûrement une volonté d'effacer la musique la majorité du temps, pour rendre ça plus violent, réaliste, et même quelquefois peut-être immersif. Notamment dans des scènes de mort qui auraient pu obtenir des mélodies dramatiques, qui se sont jouées sans un bruit, ce qui n'est pas un mauvais choix non plus. Il faut que je parle de l'insert à la fin de l'épisode. Il a été critiqué fortement, mais pour moi ça a marché. Ça permettait de donner un contraste très fort entre les décors et environnements dévastés. Une manière de montrer un décalage entre cet opening stylé et ce massacre vide de sens. Car en réalité, ce combat n'avait aucun propos. Il n'avait pas lieu d'être. Il était seulement là pour l'intérêt propre de Sukuna, qui est encore inconnu à ce moment de l'histoire. Car il va ramener Megumi, Ayaga et Shoko pour qu'ils soient soignés et protégés. L'intérêt qu'il lui porte sera dévoilé plus tard dans le manga, mais lorsqu'il laisse place à Itadori, on comprend réellement la différence de traitement qu'il porte à nos héros. Yuji, lorsqu'il se réveille, comprend tout ce qu'il s'est passé. C'est là qu'il va commencer à prendre une autre dimension, et que son traitement va commencer à devenir super pertinent. Encore adolescent, il ressent la culpabilité d'avoir tué des milliers de civils. Il fait littéralement face à ses crimes, devant cette grosse zone vide. Itadori va alors chercher à réparer ce qu'il a fait, par pur égoïsme. Il souhaite réparer les crimes dont il se croit coupable, non pas par volonté d'aider les autres, mais pour simplement compenser les actions de Sukuna. C'est là qu'il va marcher avec beaucoup de détermination, avec des voix lui remémorant des moments importants. Il descend jusqu'à retrouver Nanami dans le métro. Et maintenant il va falloir qu'on revienne en détail sur cet incroyable personnage. Lors de mon visionnage de l'anime en 2020, c'est la partie de Nanami face à Mahito qui m'a fait commencer la lecture du manga, alors qu'on était à peine vers l'épisode 10. Ce personnage il motivait réellement à savoir ce qui allait se passer, et me laissait entrevoir le potentiel de ce manga. Malgré qu'on ait déjà été introduit à des personnages attachants à ce moment-là comme Gojo, Nanami a été le premier à vraiment marquer dans mon visionnage. Car comme on va le voir, il est très facile de s'identifier à Nanami. Et ça dès sa première apparition. On le rencontre dans l'épisode 9 de la saison 1, où il est assigné avec Itadori pour une mission. Lors de son introduction, on sent directement le décalage avec les autres personnages introduits jusqu'à présent. Nanami semble bien plus terre à terre. Akutami, en nous l'introduisant en compagnie des personnages immatures comme Yuji et Gojo, nous le fait ressortir encore plus. Il se démarque des autres à ce moment-là, alors qu'au contraire, il ressemble à n'importe quel travailleur japonais. Nanami, il est représenté directement par sa politesse et son respect des règles. Je pense que l'idée pour Akutami de nous l'introduire à ce moment-là était de réellement donner vie à son univers. Nanami, c'est la représentation du monde de Jujutsu Kaisen. C'est un personnage comme vous et moi, lâché dans cet univers d'exorcistes et qui sait que ces deux mondes sont tout autant horribles l'un que l'autre, mais qui va se démener pour trouver un sens à ça. En gros, c'est le lien du spectateur, il va donc être normal de lui donner un aspect beaucoup plus conformiste au premier abord, et qui va donc dénoter avec le reste. En étant plus enclin à coopérer, il va permettre de donner à la fois au lecteur une amorce aux missions traditionnelles des exorcistes, mais aussi de devenir un mentor pour notre protagoniste. Dans ce rôle, il va exceller. Mais avant ça, faut parler de comment il a pu en arriver là. De ce qu'on savait dans son introduction, c'est qu'il avait quitté l'école d'exorcisme pendant 4 ans, avant de revenir pour y travailler. Dans l'épisode 13, lors de son affrontement face à Mahito, on va pouvoir réellement comprendre les failles de son personnage, ainsi que sa mentalité. On découvre ce qu'il a fait pendant ces 4 ans. À ce moment, il incarne littéralement la vie classique cliché. Un bon salarié qui cherche à éviter les problèmes pour prendre de l'argent et vivre une vie tranquille et prendre sa retraite dans les îles. Nanami va commencer à être lassé par sa routine, mais tout va réellement se décanter lorsqu'il va aider une boulangère qui est affectée par un petit fléau. Par un simple merci, il va réaliser qu'il peut être utile et va commencer à se poser des questions sur son impact. Son mode de vie ne lui apporte rien, hormis de l'argent qui n'aura qu'un impact lors de son futur et gâche sa vie actuelle. La scène avec la boulangère, elle est alors très importante pour son développement, car à partir de ce moment, il va prendre conscience de son rôle, quelque chose qui pourrait donner un sens à sa vie. Il comprend qu'en utilisant l'habileté rare qu'il possède, il pourrait aider les autres, et s'il ne le fait pas, il ne sera alors guère qu'un simple égoïste. Il sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde, il cherche seulement à aider quand il peut le faire. Il a donc déjà la bonne mentalité. C'est pour ça que Nanami est un flat caractère, c'est-à-dire un personnage qui a la bonne manière de penser dès le début de l'histoire. Il sait que le monde pue sa mère,
La question pour ce genre de personnages, c'est comment ils vont utiliser leurs connaissances pour aider les autres. Les flat caractères sont souvent des mentors, mais peuvent aussi être des protagonistes. Ils influencent les autres et les font changer, c'est leur rôle dans l'intrigue. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont appréciables. Ils ont le bon raisonnement, mais souvent pas les capacités pour l'appliquer. Nanami représente alors une figure d'adulte dans le monde de Jujutsu Kaisen. Il est bien structuré, il est bien dans sa tête et en devient presque trop normal. Et c'est pour cela que son rôle va être de protéger les plus jeunes. Il va donc prendre 2 personnages sous son aile, Ino et Yuji. On va aborder plus en profondeur le cas d'Itadori. Nanami va pendant la mission avec Mahito inculquer les valeurs qu'il possède. Il va être en quelque sorte le père que Yuji n'a jamais eu. Il sait ce qu'il faut faire chaque fois et va essayer de le préserver. Pour lui, son devoir est de protéger les autres. Et en tant qu'adulte, de protéger les enfants pour qu'ils puissent grandir normalement. Il n'est pas là pour que Itadori devienne plus fort. Ça, c'est le rôle de Gojo. Au contraire, il est là pour l'encadrer. Il ne va pas le brusquer, et petit à petit l'introduire dans ce monde, comme il va le faire pour nous, lecteurs ou spectateurs. Nanami va lui donner de la confiance, et croire en lui. Il va protéger les plus jeunes de nombreuses fois, en prenant les choses en main dans une multitude de séquences. Tous ces éléments y proviennent de son passé, qui va être légèrement exploré dans la première dont on a parlé plus tôt, qui possédait une attitude similaire à celle d'Itadori, qu'il n'a pas pu protéger. Son partenaire décédé l'a marqué à jamais. Il n'a pas pu encaisser ce choc et a préféré fuir. Avec sa perte, il a perdu entièrement le peu de côté positif qu'il possédait, ce qui laisse entrevoir la bonté et la fragilité qu'il a au fond de lui. En fuyant cette souffrance, il s'est rendu encore plus triste en découvrant le monde du travail et en étant obnubilé par l'argent, et en pensant à son futur, sans penser à lui à l'instant T. De la même manière que Geto, cette mort a fait changer sa vision de l'exorcisme. Ce monde du travail, comme révélé dans le guide officiel par l'auteur, Nanami devait être la matérialisation du décrochage. Donc tout ce qui l'entoure, son chara-design, sa philosophie et ses pensées, va être pour alimenter ce propos. Même ses capacités spirituelles vont être liées à ça. Quand on a été introduit à son pouvoir, de 1 ça m'a montré qu'Akutami savait gérer son système de manière très intelligente, mais surtout ça m'a rappelé la façon dont Araki construit ses personnages. En effet, le pouvoir de Nanami est de tracer une ligne de 10 points sur sa cible, et selon la règle des 7-3, de créer un point faible. Il possède un serment auto-imposé qui lui permet d'augmenter sa force lorsqu'il passe en heures supplémentaires. Ces 2 éléments sont liés directement à qui il est. Pour son pouvoir, la règle des 7-3 fait un jeu de mots avec son nom, et pour son serment, c'est comme vous l'avez compris une matérialisation de son personnage travailleur par ses capacités occultes. Araki construit ses personnages en liant les pouvoirs à la psyché du personnage, et donc ce qui donne ce côté très spécial. Akutami va faire de même pour Nanami, et c'est une des raisons qui me fait vraiment apprécier ce personnage. Tellement apprécié par la communauté qu'il va même avoir droit à des rajouts sur ses pouvoirs. Comme on l'apprend dans la saison 1, il maîtrise les Black Flash, et on aurait fait 4 d'affilée. Dans le film Jujutsu Kaisen 0, il va avoir le droit à une scène nous montrant à la fois son flow et son utilisation de cette technique, et ça c'était pas dans le manga. L'anime va donc être un moyen de mettre encore plus en valeur Nanami, et l'épisode 12 de la 2ème saison en est la parfaite illustration. En effet, il permet encore plus de l'iconiser que dans le manga. Alors que Nobara et Nita sont en grande difficulté face à Haruta, il va intervenir pour les aider. On va donc avoir une différence de mise en scène majeure dans la construction de cette séquence, entre l'anime et le manga. Akutami aime utiliser la surprise, comme on l'a vu depuis le début de la vidéo, et il avait fait ce choix pour l'entrée en scène de Nanami dans cette scène, avec une soudaine arrivée de sa part. Au contraire, dans l'anime, il y a dans l'épisode une longue montée de la tension, avec Nanami qui va apprendre ce qu'il s'est passé au sujet des assistants, et notamment Ijishi. Il va chercher à l'aider, et ce qui va renforcer encore plus son côté altruiste, mais donc sa haine envers Haruta. La structure d'un épisode, et non d'un simple chapitre, aide beaucoup pour ça bien sûr, mais c'est surtout lors de son entrée dans le combat que cela change, car il va y avoir une accumulation de plans courts lors de son approche, renforçant son inéluctabilité, avec des plans serrés qui vont dévoiler la bestialité de Nanami. S'en suivra une démonstration de sa violence lors du combat, avec un travail des animateurs sur l'ombrage, mais surtout une performance une nouvelle fois incroyable de Kenjiro Tsuda sur le doublage. Puis on aura carrément droit à un jeu avec la lumière lors du dernier coup, montrant à quel point son respect des règles vacille sous la pression de ne pas avoir pu protéger les assistants. Bref, tout ça instaure une aura encore plus charismatique autour du personnage, mais aussi dévoile un côté très humain. Ce qui donnera l'arrivée sur les réseaux de groupies autour de cette scène. Ce que je comprends absolument, si j'étais une meuf j'aurais réagi pareil. Maintenant passons le combat contre Dagon et revenons après le passage de Jogo. Nanami déambule dans le métro, à la recherche d'ennemis, alors qu'il est à moitié brûlé. S'ensuit un rajout incroyable de l'anime, qui rend hommage à son dernier combat, et qui enlève à sa mort le côté expéditif qu'elle avait dans le manga. Une dernière danse face au fléau. Des raccords mouvements qui vont dévoiler son âme vacillante entre son devoir et son rêve. Tout ça sublimé par une musique au piano exceptionnelle. Avant de se retrouver face à Mahito, qui possède un rôle très important dans le développement de Nanami, en étant à la fois son premier et dernier adversaire de l'anime. Ils sont tous les deux liés, car de la même manière que Nanami, il a la même pensée, il fait ce qu'il pense être fait pour. Seulement, au contraire de Mahito, lui avait un rêve, qu'il ne pouvait poursuivre. En plein conflit intérieur entre l'acceptation de la vacuité de ses actes et les regrets, il incarne l'être humain qui a peur.
Il ne souhaite pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Il est perdu, désorienté. Avant de mourir, il ne sait plus ce qu'il voulait réellement. Est-ce assez? Peut-il se reposer après tout ce qu'il a fait? Il hésite une dernière fois avant de voir Itadori. Jusqu'à présent, il a cherché à écarter les jeunes de sa voie, car sa jeunesse lui a été enlevée trop tôt. Il retrouve celui qui l'a poussé à les protéger, Aibara. Il ne veut pas maudire celui qui était le miroir de son ami. Mais pour une fois, il va décider de croire en quelque chose. Il aura donc une dernière hésitation, avant de confier à Itadori la suite, laissant sa peur de côté en se faisant confiance. Nanami meurt en pariant sur l'avenir, laissant son conflit intérieur sur la bonne chose à faire de côté. Il peut enfin se reposer. Nanami, par son caractère en proie au doute et son développement, est sûrement l'un des plus humains de Jujutsu Kaisen. Il croit en Yuji, il sait qu'il est capable de le faire. Et c'est la dernière performance de Kenjiro Tsuda qui a su parfaitement incarner ce personnage. Sa mort va être un déclencheur important pour Yuji, lui qui venait de découvrir la culpabilité du meurtre d'innocents. Il se retrouve face à celle d'un de ses proches. Il va devoir apprendre à devenir mature, et prendre en considération le dernier conseil de son maître. Mais sa tragédie va pas s'arrêter là. Nobaraku Gizaki, membre du trio, va se joindre à la partie de Maito. Pour l'instant, seulement présent dans le combat contre Haruta, il semble donc logique qu'elle mérite un affrontement digne de ce nom. Nobara est sûrement l'un des personnages qui est le plus décrié dans Jujutsu Kaisen, notamment à cause de sa fin. C'est l'occasion parfaite de revenir en détail sur elle. Déjà, si on doit décrire le personnage en quelques mots, ça serait une fille indépendante têtue qui vient de la campagne. Elle est présentée au début de l'intrigue et devient le dernier membre du trio de protagonistes, accompagnant Itadori et Megumi. On est bien loin des tropes féminins classiques, comme un love interest par exemple. Nobara se rapproche presque d'un personnage à la Yusuke dans Yu Yu Hakusho, c'est-à-dire qu'elle est sûre de ses forces, de qui elle est. Le combat dans l'arc du tournoi dans la première saison, face à Momo, synthétise ça. Lors de cet affrontement, Momo aborde le sujet sur la perfection que doivent atteindre les femmes, afin d'être respectées, ainsi que les malheurs qu'elles subissent dans le clan Zenin. La réponse de Nobara est simple. La douleur que subit quelqu'un n'est pas une excuse quant à son comportement. Tout le personnage de Kukizaki est basé là-dessus. Elle n'accepte pas ceux qui succombent à la faiblesse, comme Mei et Momo. Nobara cherche à surmonter tout, grâce à sa force morale et sa volonté. En ça, elle est opposée à Itadori, étant sûre de ses forces et de qui elle est, mais surtout ne remettant pas en cause ses actions. Lorsqu'ils ont affronté sans le savoir ses frères, Itadori pose la question si leurs actions étaient une bonne chose. Nobara ne se demande pas ça, car pour elle, personne ne peut juger leur façon de faire, s'ils ne sont pas avec eux au moment des faits. Dans Jujutsu Kaisen, être égoïste ne veut pas dire avoir le besoin de se sentir meilleur que les autres, mais seulement d'avoir sa propre façon de penser. Nobara ne cherche pas à se justifier en trouvant une raison derrière ses actions. Elle fait son travail et elle se soucie du bien-être de ceux qu'elle aime. Son duo avec Itadori est bien mis en avant. Malgré qu'il n'ait pas la même façon de penser qu'elle, ils se rejoignent dans leur enthousiasme, et ça a permis d'avoir des séquences assez cool qui les rendent très humains. Si on devait définir un message autour de ce personnage, ça serait lié à l'acceptation de soi. En effet, Nobara souhaite vivre la vie comme elle l'entend, tout en aidant les autres si elle le peut. Elle aime manger dehors, faire du shopping, tout en accomplissant son métier. Elle peut être belle et à la fois forte en même temps. Ce fait d'être droit dans sa manière d'être est intrinsèquement lié à son passé. Elle provient d'un village de campagne, dans lequel elle avait une amie âgée qu'elle admirait, qui fut obligée de quitter le village après avoir été harcelée. De là vint la haine de Nobara envers son village, et sa volonté de rejoindre Tokyo. C'est tout simple comme histoire, mais c'est pour ça que c'est autant tangible. C'est cet événement tout simple dont elle va se rappeler avant de mourir. C'est pour ça que j'apprécie cette mort, car c'est juste un moment random de sa vie. Pas un flashback larmoyant, mais simplement des moments de bonheur qu'elle a vécu. Tout ce flashback, je trouve ça bien plus réaliste et humain. Une des raisons qui m'a fait apprécier ce passage, c'est sûrement qu'on est bien plus dans une écriture proche d'une série, plutôt que d'un manga shonen neketsu, pour un flashback. On n'a pas les traditionnels tire-larmes, on a des moments de vie, des trucs simples. Sans compter sur le fait qu'on voit son amie qui pense à elle à ce moment-là et qui ne saura jamais si elle est morte ou pas. Ce truc-là ne change rien à l'histoire, mais montre clairement que les gens font leur vie comme ils l'entendent, et peuvent ne plus se croiser jusqu'à la mort de ceux qu'ils ont côtoyés. C'est la vie. C'est super simple, mais je trouve ça efficace, et super intéressant comme façon de conclure son personnage. Bien que Nita ait pu la sauver, elle est sûrement morte, connaissant Akutami qui aime tuer un personnage quand celui-ci a fini son arc. Surtout que sa possible mort permet de développer encore plus Itadori. La mise en scène est encore plus réussie dans l'anime pour sa mort, que ce soit par la pluralité de cadrage ainsi que l'interprétation des seiyuu, c'est super bien fait. La violence du coup et le changement drastique d'ambiance, c'est génial. Plus le petit passage avec les chaises avant, qui fait référence à une discussion qu'elle avait avec Itadori dans la première saison, dans laquelle il disait que ceux qu'elle appréciait avaient le droit de prendre une chaise et de s'installer avec elle. Elle a vécu une vie comme elle le souhaitait, et est morte en ne pensant qu'à ceux qu'elle appréciait. Mais ce qu'elle laisse paraître avant sa mort, c'est ce qu'elle a toujours été. Face à ses derniers instants, Nobara reste elle-même. La fin de Nobara va être la goutte de trop pour Yuji, qui face à Maito va basculer dans une haine viscérale,
qui va se transformer en une résignation pitoyable. Il est enfin temps de revenir sur le dernier gros affrontement de cet arc, celui opposant notre héros à son némésis. Mahito est sûrement l'antagoniste le plus important des 2 premières saisons. Ayant tué Junpei, Nanami et sûrement Nobara, il est son ennemi naturel. Leurs mentalités sont opposées. Il combat par pur instinct et s'amuse avec ses proies, dans ce cas-ci avec Yuji en s'en prenant à ses proches. Il n'a pas besoin de justifier ses actes, il embrasse sa nature de fléau. Contrairement à Yuji dont les valeurs altruistes guident sa chute. En effet, son envie de sauver le plus de personnes possible est sa limite. Malgré qu'il soit celui capable de le battre, par ses capacités physiques et l'insensibilité à son sort. Il ne peut pas gagner ce combat en premier lieu. Sa morale, elle le pousse à tout faire pour aider les autres, dans n'importe quelle situation, en négligeant l'ensemble. C'est pour cela que quand Nobara l'a aidé dans le combat, il avait ressenti une vision similaire à la sienne, qui l'a poussé à reprendre des forces. Mais le message de l'auteur en la tuant est clair. C'est de montrer que ce n'est pas possible de réussir avec une vision aussi naïve, détruisant notre héros une bonne fois pour toutes. Il vient d'encaisser une défaite face à Shozo qui a conduit au carnage de Sukuna, puis la mort de son maître Nanami, et maintenant son ami Nobara. Et il aura besoin des paroles de Todo pour aller de l'avant. Pour l'instant, il souhaitait contrebalancer ses actes, en protégeant sans réfléchir les autres. C'est là que Aoi va briller, et ça dès son apparition. Son charisme et ses punchlines illuminent cette fresque macabre, donnant un nouvel élan de positivité aux spectateurs, et donc à Yuji par son discours qui suivra. Il remet en perspective la figure des exorcistes pour Itadori. Comme on l'a vu par de nombreux personnages dans cette analyse, être un exorciste, c'est avant tout un travail d'équipe, qui dépasse l'individu et ça malgré la mort. Chaque décès contribue à l'avancée du combat face au fléau. Tous leurs affrontements dépassent leur simple volonté. Ils font partie d'un ensemble plus grand. Ils doivent se relever pour ceux qui sont décédés. Il avait commencé à entrevoir son rôle face à Shozo, sa figure de grand frère. Mais c'est son deuxième en quelque sorte qui va lui permettre de l'appliquer réellement. Délaissant sa position enfantine, il est littéralement en position fétale, pour se relever et affronter son némésis. Nanami a su lui faire confiance, pour le bien commun. Maintenant c'est à son tour d'honorer ceux qui sont morts. Débute alors l'un des meilleurs combats de l'œuvre. Des chorégraphies exceptionnelles, une utilisation parfaite des différentes techniques des exorcistes, permettant de montrer l'étendue du talent d'Akutami dans la création de son système de pouvoir, sans compter sur la super gestion d'un 2 contre 1, offrant des combinaisons de coups et de situations différentes. L'anime y sublime le combat, avec de nombreuses références, comme pour Bleach avec la poursuite dans le métro. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est tout ce qui entoure Todo dans cette partie, que ce soit ses discours, sa manière de combattre, et bien sûr l'ajout de la musique d'Idol dont on a parlé tout à l'heure, je vais pas me priver de vous remettre. C'est mon ajout préféré de la saison. Ça rend le personnage de Todo encore plus spécial et attachant, tout en donnant une scène à la fois drôle et stylée. Mais bon, le véritable affrontement, il est entre Yuji et Mahito. Le rapport, il va s'inverser. Alors que le fléau va apprendre une nouvelle forme, dévoilant littéralement un nouveau lui, il n'est plus question de se métamorphoser, mais d'obtenir un corps permettant d'accomplir son but de la meilleure des manières. Pour atteindre son âme, Yuji va devoir utiliser le Black Flash, la technique de son maître, comme un symbole de tout ce qu'il a mené jusqu'ici, tout en montrant les défaillances de son adversaire, et qu'Itadori a puisé tout au fond de la sienne pour trouver la voie. Pour conclure le combat, Akutami va faire une référence à Netero avec Todo, qui va feinter Mahito, laissant la possibilité à Itadori d'utiliser son attaque. Cette phrase, elle va signifier qu'il perd de vue l'essence du combat, ce qui causera sa perte. L'essence de l'âme ne doit pas être cachée, mais embrassée. En voulant cacher sa vraie nature sous cette carapace, il a évolué certes, mais a perdu son essence. C'est pour cela que la fin de Mahito va être tout autant pitoyable que ne l'était Yuji tout à l'heure. Il va démontrer en quelque sorte son humanité lors de cette scène. Au contraire de Jogo par exemple, qui a oublié qu'il était un fléau, lui a oublié qu'il était fait d'humain avant tout. Mais dans ses derniers instants retrouvera ses origines qu'il avait dissimulées, sous cette transformation. Alors Yuji prend l'ascendant. Il accomplit son rôle et devient réellement un rouage des exorcistes, qui va prendre moins d'importance dans le récit. Il est seulement là pour perpétuer une volonté qui le dépasse. Leur rôle s'échange, il devient le prédateur et Mahito la proie. Il ne cherche qu'à accomplir ce qui doit être fait. Il grandit et se rapproche de ce qu'était en premier lieu sa némésis, ce qu'il dira parfaitement lui-même.
お前の言ったことなんて知らねえよって。今は違う。ただお前を殺す。 S'en suivra la fameuse poursuite dans la neige, explicitant ce qu'il se passe à travers une allégorie avec les loups et le lapin. L'anime a allongé cette scène et a modifié quelques petits éléments. L'allongement de la séquence n'est pas un problème en soi, et renforce au contraire l'aspect inévitable de Yuji, et amplifie son changement, même si j'avoue qu'on aurait pu avoir un tout petit peu moins. Même le fait d'avoir mis plusieurs loups est logique par rapport à l'idée de rouage dans un plus grand ensemble. Le seul problème est l'effacement de la symbolique du loup noir, qui arrive dans la planche qui suit, symbolisant Kenjaku, un prédateur lui aussi venu prendre sa proie, et s'opposant au loup blanc, donc Itadori. Ce choix il est sûrement fait pour que le spectateur ne se doute pas du camp de Kenjaku dans cette séquence, mais je trouve ça légèrement dommage. Hormis cela, le choix de ne pas avoir mis de musique peut questionner, mais en réalité donne une certaine puissance à la scène, et surtout va permettre des super edits avec Skyfall. Bref, avant de revenir en détail sur Kenjaku et l'arc dans sa globalité, il faut que je revienne sur deux éléments que j'ai envie de traiter. Déjà, la mort de Mekamaru. On retrouve Miwa dans le train en direction de Shibuya. Je vais pas vous mentir, cette partie est celle que je trouve réellement la plus sous-estimée, et qui m'a presque le plus touché dans cette saison. J'ai trouvé que ça a été sublimé par l'animé. La séquence est vraiment superbe. Vous l'avez compris dans la partie en début de la vidéo le concernant, j'apprécie beaucoup le personnage de Mekamaru, et je le trouve super bien géré. Au départ, je voulais en faire aussi une vidéo, mais j'ai décidé d'en parler ici, car comme le titre que je devais lui donner, n'est-ce pas le vrai héros de Shibuya? Je soulève le débat, malgré tout ce qu'on peut dire sur le pré-arc, sa contribution est réelle. Que ce soit le fait de prévenir Itadori de la situation de Gojo, qui va permettre d'ajuster nos groupes, ou même son aide dans son combat, sans compter sur le fait d'avoir permis à Todo d'arriver à temps, et de le sauver. Son rôle, il est irremplaçable. Mais c'est surtout cette fin qui va conjecturer tout ce dont je vous avais parlé en début de vidéo, sur la tragédie de ce personnage. Cette scène, c'est les émotions. On comprend bien sûr l'amour qu'il lui porte, et ce putain de reflet, il est génial. Il donne aussi la raison de leur absence, et que Mekamaru les avait envoyés faire une autre mission à l'autre bout du pays, pour éviter qu'ils soient blessés et en danger. Ce sont ses réels adieux. Il meurt d'une façon humaine, en espérant le bien de celle qu'il aime, sans réellement le lui dire pour ne pas la briser entièrement, bien qu'elle le comprenne. Il voulait absolument la protéger, et ne la verra pas de son vivant, ce qui rend ça encore plus tragique. Mais le reflet va montrer sa forme humaine, car c'est à cet instant qu'il l'est le plus, en pensant au bien commun, avant de penser à soi. Ensuite, il faut qu'on parle rapidement de Mei Mei. À part son introduction avec Yuji et le combat contre un fléau de Kenjaku, elle est mise à l'écart, et ça pour plusieurs bonnes raisons. Elle est le miroir direct de Nanami. Quand il est altruiste, elle cherche à toujours obtenir le meilleur d'une situation. Uzui représentant littéralement ce vice, capable d'aller jusqu'à utiliser son corps pour l'utiliser comme elle le souhaite. Cette manière de montrer les exorcistes dans leur travers va aller très loin, jusqu'à la portrayer dans la destination de voyage de Nanami. Par égoïsme et lâcheté, elle profite injustement du rêve d'un autre. Comme on l'a vu avec Sukuna par exemple, ce sont ceux qui privilégient leur ego qui vont loin. Il n'y a pas de question de bien ou de mal moral intrinsèquement lié à la figure de l'exorcisme. C'est seulement un devoir, une caste. Mei Mei transmet donc une autre vision de ce système, et donc l'échec de celui-ci. Toute la scène en Malaisie, durant laquelle elle profite du malheur des autres pour son bénéfice personnel, en est le parfait exemple. Revenons à Kenjaku, il est le personnage le plus important de l'arc. Il en est sa cause, et apparaît seulement au début et à la fin. Son combat face à Mei Mei, étant hors champ, lui permettant d'ouvrir et de fermer le bal. Pour expliquer ce personnage et Shibuya, je ne vois pas une autre façon de le mettre en rapport avec Bleach. Kenjaku a le même rôle que Aizen dans l'arc Sous Society, mais on va y revenir dans un instant. Déjà, je voulais vous expliquer comment est construit narrativement cet arc. Il mélange habilement deux formules qu'on va appeler simplement l'arc sauvetage et l'arc de guerre. Les arcs sauvetage, comme leur nom l'indique, racontent l'histoire d'un groupe de personnages qui vont avancer afin de libérer quelqu'un, laissant petit à petit des personnes derrière. C'est ce qui se passe dans Shibuya. L'objectif est de récupérer Gojo, et chaque combat va enlever petit à petit quelqu'un pour faire avancer notre protagoniste. Mais on ne peut pas véritablement dire que c'est simplement ça. Il prend aussi des mécaniques des arcs de guerre. Tout d'abord, l'objectif est de modifier la structure du manga à la suite de Shibuya, qu'il y ait un avant et un après, ce que font les arcs de guerre. Ils marquent un basculement dans la structure narrative de leurs œuvres. Akutami va prendre plusieurs tropes de ce type d'arc, comme l'ennemi qui change de camp, l'entrée en scène d'un troisième parti, et bien sûr tout simplement les morts. Mais surtout, il met en place une structure très désorganisée, qui va petit à petit s'amincir par la disparition de personnages, qu'ils soient bons ou mauvais, pour tous se rassembler à la fin. Cette manière de faire est très bien gérée, notamment par l'utilisation de l'aspect temporel, et permet de ne pas nous faire décrocher, surtout en variant plein de combats. Au lieu de faire des pauses inutiles, chaque affrontement, lorsqu'il se termine, va directement lancer une suite d'intrigues, comme un fil d'une certaine façon, ce qui permet au lecteur ou au spectateur de pouvoir entrer en détail dans chaque action, sans être coupé tout en l'étouffant par le fait d'enchaîner sans cesse. Mais pour réussir ce genre d'arc, il faut réussir sa fin, et quoi de mieux que d'utiliser ce qu'il marchait dans un manga qui l'a inspiré.
Kenjaku est donc le Aizen de Jujutsu Kaisen. On peut faire un lien simple par leur puissance ou même leur capacité intellectuelle à préparer des plans aussi efficaces. Le plus intéressant, c'est le rôle qu'ils possèdent tous deux. Kenjaku va révéler sa véritable identité pendant l'arc, comme Sosuke va révéler ses intentions. Ils sont tous deux effacés pendant toute l'intrigue et ne montrent que leur ambition à la fin. Ils présentent tous deux la naissance d'une nouvelle ère face à nos héros souffrants. Même l'inspiration est montrée plastiquement. Ils disparaissent tous deux dans l'ombre, laissant un goût amer pour nos protagonistes. Ce parallèle utilisé par Gege est une façon simple de donner du charisme et de l'importance à son personnage, en réutilisant ce qui a déjà marché. Mais vraiment, c'est pas ce que je vais encourager. Par contre, ce qui est pertinent, c'est le lien qui commence à être creusé concernant la possible paternité de celui-ci avec notre protagoniste, et celle de Shozo. Mais on peut pas développer ça ici. Bref, c'est le point de rupture du manga. On passe à une vitesse supérieure à partir de maintenant. Les personnages ne sont plus les mêmes. On entre dans l'ère des fléaux, et on quitte celle du plus fort. Pour montrer la fin de l'équilibre que vont devoir établir les exorcistes restants, l'épisode final il va être excellent. Il permet de montrer les conséquences réelles de tout ce combat auquel on vient d'assister. Et l'anime va faire un travail exceptionnel, en montrant l'impact sur différentes classes sociales, qui n'était qu'un écho dans le manga, malgré que la planche soit vraiment cool. On a cet aspect film d'apocalypse, avec ce trou qui ne fait qu'augmenter, et qui a fait sa place dans l'opening. Justement, en parlant de l'opening, j'ai décidé de ne pas vous infliger une longue énumération des références de celui-ci. Du coup, au début de la vidéo, j'ai menti. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un thread de Yash qui fait le taf dans la description. Cet épisode, c'est un bijou, et il permet de nous poser la question suivante. Est-ce une bonne adaptation? La réponse est bien évidemment oui. Pas de changement de caractère pour nos personnages, ni dans le déroulement des faits. On reste dans l'esprit du manga avec des ajouts pertinents tout au long de la saison. Mais ça a un coût. Comme on s'en doutait avec les studios d'animation japonais ces derniers temps, et plus particulièrement MAPPA, les conditions de travail des animateurs ont été exécrables. L'épisode 17 étant le reflet parfait des mauvaises décisions du studio. Il est excellent, mais quand on sait qu'on a seulement un tiers du résultat escompté, on peut qu'être déçu quant au modèle de production. MAPPA ayant des délais irréalisables, ce qui a tué à petit feu nos artistes, va empêcher certains retours pour la 3ème saison. Et bien sûr, abaisser le niveau de certaines scènes plus les épisodes avançaient. Malgré ça, il faut vraiment soutenir et remercier le travail des animateurs, dans cette seconde saison qui a été exceptionnelle et souvent au-dessus de mes attentes. Surtout dans ce dernier épisode qui est peut-être mon préféré par l'atmosphère qu'il possède. En plus d'avoir le retour d'un de mes chouchous, qui aura un rôle très important dans la suite. Je vous invite à regarder cette vidéo sur Jujutsu Kaisen 0 si vous voulez en savoir plus sur le rôle de Yuta sans vous spoiler. On arrive enfin dans le cœur de cette vidéo. Après être revenu en détail sur l'arc dans sa globalité, l'avoir mis en perspective avec d'autres œuvres, il est temps que je vous explique ce qu'il cache selon moi. Commençons par une simple phrase. Le secret de Shibuya est sa plus grande faiblesse. Depuis le début, je me suis évertué à vous montrer que tout le manga jusqu'à présent est basé sur cet arc. Et cela pour le meilleur, comme on l'a vu, mais aussi pour le pire. Akutami a bâti tout son travail sur cette partie, mixant à la fois l'arc sauvetage et l'arc de guerre entre grosses guillemets. Shibuya réussit parfaitement à joindre ces formats. À une exception près, qui deviendra sa plus grande faille, et qui commençait à pointer le bout de son nez. Il faut que je vous remette d'autres arcs en tête pour pouvoir vous mener au bout de ma réflexion. On va prendre l'arc qui a le plus inspiré Akutami, dont on a parlé juste avant, Soul Society, ainsi que les deux grands représentants des arcs shonen neketsu de guerre dans la culture populaire, c'est-à-dire Marineford et Chimera Ant. Le premier est le plus proche de Shibuya, que ce soit son positionnement dans l'histoire en tant que pivot et sa proximité narrative avec l'introduction. Seulement l'arc Soul Society y possède une structure purement sauvetage, ne bouscule pas réellement les codes, mais les transcende, et permet d'introduire un nouvel espace dans lequel l'action va pouvoir se dérouler, plus qu'elle ne supprime des possibilités. Marineford et Chimera Ant, quant à eux, sont situés plus tard dans l'histoire, et donc sont là pour faire basculer les enjeux dans une nouvelle échelle, et de clore énormément d'intrigues, ce que fait Shibuya. Seulement, leur placement aussi loin dans le manga est logique, car ils sont les aboutissements d'une longue montée d'un système qui va devoir changer, pour dévoiler de nouvelles perspectives. Shibuya, il se trouve à la croisée de ses chemins, et le début de ce problème, il est bien là. Shibuya clôt beaucoup plus d'intrigues qu'il n'en ouvre. Malgré son idée d'étendre ses possibilités par l'absence de Satoru, en éloignant des personnages de l'intrigue et en supprimant énormément aussi rapidement, notre attachement et les enjeux baissent. Surtout aussitôt dans l'œuvre. L'arc Soul Society n'a tué aucun personnage important, mais va leur permettre d'être introduits et de briller plus tard. Marineford et Chimera Ant ont tué les personnages qui finissaient seulement leur développement. Akutami a fait de même pour certains, comme pour Nanami et Jogo, mais pour d'autres a supprimé tout intérêt narratif et n'a rien apporté, que ce soit toute la classe de Kyoto, dont le développement est bâclé, ou même les premières années. Tout cela peut vous sembler abusé et peut-être injustifié, c'est pour cela qu'il faut que je revienne sur son principal défaut, qui va arriver assez rapidement dans la suite. Je vais aucunement vous spoiler, vous inquiétez pas. Si vous voulez créer de nouveaux enjeux avec ces personnages dont vous ne servez pas, ou même renouveler ceux que vous exploitez, il faut nous les montrer dans des moments simples. Or, Akutami, il fait absolument pas ce choix. Comme on l'a vu, ce sont les éditeurs qui le poussent à développer ses relations. Et pour reconstruire après un arc pareil,
il faut passer par ces étapes pour avoir une nouvelle trame narrative où l'on peut avoir une attache émotionnelle. C'est ce qu'a su faire Marineford avec le flashback de Luffy et la retrouvaille à Sabaody. Kimarent avec l'arc des élections, dévoilant une nouvelle perspective de vie pour nos héros. Et même après la Soul Society pour Ichigo et ses amis. Seulement, Akutami il va privilégier une narration moins académique, et va préférer continuer les péripéties de ses personnages, et cela va devenir sa plus grande faiblesse. Il ne veut pas repasser par les étapes de base, comme la réinstallation de ses personnages, et va passer au cœur de l'intrigue, ce qui va donner à la suite cet effet de course vers l'avant infini. On n'aura jamais de pause, pour le meilleur et pour le pire. Car une bonne histoire ne réside pas dans sa complexité, mais dans les relations qui poussent ses personnages à interagir avec elle, par des oppositions et conflits moraux qui se basent sur des moments simples. Pour créer l'exceptionnel, il faut passer par l'ordinaire. Akutami va l'oublier, et malheureusement pour nous. Une grande partie de ce qui a fait le charme de Jujutsu va petit à petit s'estomper. Ces instants passés à vivre des moments du quotidien, ou des situations dévoilant de manière détournée leur caractère ne va plus être présent. Le manque d'instants purement humains, laissant place à des esquisses d'histoires forcées. Fujimoto et Gotoge, des auteurs de la même génération d'âge que lui, ont su gérer ces aspects, en délaissant peut-être leur système de pouvoir pour une narration plus classique, et mettre des côtés slice of life plus en avant, ce qui a permis de créer un attachement plus important pour leurs personnages, et donc, au final, une meilleure histoire. Gege, il va complètement faire autre chose, et vous le verrez bien assez tôt. Je vous laisse imaginer la frustration générée derrière la mise en place de cette vidéo. C'est comme une énorme lettre d'adieu à un arc qui m'a marqué. Car ce qui se déroulera après ne sera jamais à la vraie hauteur de ce que pouvait nous laisser espérer Akutami. Je ne suis pas là pour vous dire que ce qui vous attend est nul, bien au contraire. Il y a énormément de moments que je trouve somptueusement réussis. La saison 3 elle va être excellente, mais il n'en reste pas moins le fait que c'est l'arc qui symbolise la future chute de Jujutsu. Tout était basé sur lui, et ça a été le plus gros problème. C'est un excellent manga qui va petit à petit devenir une caricature de lui-même, et des critiques qui l'opposaient jusqu'à présent. Shibuya c'est un arc génial, dans sa forme, qui nous faisait miroiter la possibilité qu'Akutami puisse bouleverser les codes établis, et créer sa propre trace indélébile, par ses personnages touchants, ses chorégraphies, ou même sa mise en place de l'attention. Seulement, il va s'avérer que c'était une exception. Le secret de Shibuya, c'est que c'est une promesse. Une promesse radieuse, impossible à tenir, mais qui aura fait ce qu'elle sait faire de mieux. Pendant un court instant, nous faire rêver.